C'est chaud. Quand tu veux. Bonjour Basile, Bonjour Oussama. bienvenue pour cet entretien d'embauche. Écoutez, j'ai amené mon petit CV, je sais plus où je l'ai mis. Vous avez lu ma lettre de motivation ? Évidemment. On est où Qu'est-ce que c'est que ce décor, Oussama ? Qu'est-ce que c'est ? C'est J'ai jamais vu ce décor. C'est le bureau secret de mon manoir. Le bureau du manoir. Donc, Qui est, déjà, t'as un manoir. Donc qui est dans une porte comme dans Narnia. Tu veux dire une porte qui ouvre sur un monde C'est ça dans Narnia ? Non, c'est pas ça. La porte dans Narnia, c'est une armoire. Et là, il y a une armoire en fait. Ah oui, c'est ça. Et en fait, tu peux pas savoir qu'il y a un bureau. Mais tu sais pas, on va pas révéler où elle est, cette Ouais, armoire dans la maison. Non, mais de toute façon, la porte est fermée. Donc, ouais. Donc Christophe, qui a conçu le domaine d'Ablon sur lequel repose ton manoir, a exaucé ton souhait d'avoir un bureau avec une armoire. Dans une armoire. Ouais. Donc c'est une chouette armoire, hein. C'est une bonne grosse armoire. Ok. Ouais. Donc on est en Normandie quelques jours. Et ça, c'est un partner desk. Un partenaire desk. Ouais, c'est Ok. dans les grands cabinets d'avocats anglais. Ok. C'est des meubles du. Je crois que celui-là. Il est magnifique quand même. Hein. C'est un 19e, Ok. siècle, ça, partner desk. Et en fait, avant, dans les grands cabinets d'avocats londoniens, Ouais. ça permettait de mettre deux personnes qui travaillent. En fait, c'est un seul bureau. C'est un seul bureau pour deux personnes qui travaillent. C'est pour ça que toi, de ton côté, tu as les mêmes tiroirs, Ouais, etc. ouais. que moi. Ah ouais, carrément. Parce que c'est pas, c'est une grosse pièce. C'est pas une place d'invité. Mais tu sais que jusqu'à le débarrasser pour pouvoir tourner, je pensais que c'était deux bureaux qui étaient collés. Non, Parce que tu sais, comme il y avait plein de trucs dessus, je voyais pas. Et c'était un souhait aussi, ou c'est un truc qu'il a trouvé Alors, Partner Desk, il y a une petite histoire marrante entre Christophe et moi. C'est que j'ai montré une photo à Christophe du premier meuble que j'ai vendu de ma vie sur Internet quand j'étais petit. Et c'était un Partner Desk qui était, alors pas ce modèle-là, mais qui était un Partner Desk. Je vendais pas mal de Partner Desk. Ok. Et Christophe me dit, oh putain, j'adore les Partner Desk, je vais aller à Londres, je vais t'en trouver un. Parce que c'est anglais comme meuble. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas, ça fait très. Et voilà. Et donc, comme ça, j'ai fini avec un petit Partner Desk. Ok, donc pour revenir sur ce petit point-là, c'est le premier meuble que j'ai vendu quand j'étais petit. C'est pas une phrase que tous les gens peuvent prononcer. C'est-à-dire que quand t'étais petit, moi quand j'étais petit, je faisais des trucs de petit. Toi, quand t'étais petit, tu vendais des meubles. Mais pas n'importe quel meuble. Tu vendais des meubles qui étaient en vente chez des antiquaires. Chez des antiquaires, ouais, une forme de dropshipping, quoi, en fait. Ok. Donc toi, ton truc, c'était quoi ? C'était un arbitrage, en fait, entre... Eux, ils avaient pignon sur rue. Ouais, mais eux, de toute façon, ils avaient rien du tout. Ils étaient à Tours. Enfin, ils avaient pignon sur rue, mais c'était à Tours. De Tours, en fait. Mais moi, ma logique, c'était qu'un Américain, il sait pas combien ça vaut, quoi. Ouais. Ou un Japonais, ou un Chinois, ou un Arabe. Donc, moi, en fait, qu'est-ce que je faisais ? Mon seul but, c'était de prendre un max de photos et de faire x3 sur le prix. Et eux, ils te voyaient arriver avec tes 14 ans, ils se posaient pas de questions. Non, ils se posaient pas de questions. Un mec qui venait prendre des photos, je prends droit Internet, tu vois. Je me trouvais sympathique, quoi. Et puis surtout qu'à l'époque, c'était quand même pas courant. Enfin, ils pouvaient pas se douter de ce que t'allais faire. Non, c'est sûr. Mais en plus, il y avait plein de choses qui se vendaient pas à 3 fois le prix, mais je m'en foutais parce que moi, la seule chose qui comptait, c'était qu'il y avait des trucs qui se vendent à 3 fois le prix. Donc c'était juste de. Oui, parce que le seul il n'y avait pas vraiment de réflexion, d'arbitrage, de pricing, Non, mais dans le sens, tu savais quand même que peu importe ce qu'allait se passer, t'avais rien à perdre. Bah, en fait, à l'époque, tu pouvais pas prendre de carte bleue, donc les gens payaient par virement. Wow, ok, rien que ça déjà, c'est... Et donc, ils payaient un tiers du prix à la commande. Okay. Ça couvrait exactement mes frais de logistique et l'achat. Et l'achat, ouais, forcément. Voilà. Oui. Et 2 tiers à la livraison. Et je me disais, s'ils me payent pas les 2 tiers à la livraison, j'ai rien perdu. Du temps. Ouais, mais même pas, parce que c'était même... Moi, je faisais rien. Parce qu'en fait, le meuble, il était acheté. J'avais un cousin qui allait le chercher à la boutique qui payait en cash. Ok. En plus, il n'y avait pas de traces. Il l'envoyait au distributeur. Ouais. Ouais, mais c'est quand même. Et le distributeur l'expédiait. Et alors, si tu veux, c'est une époque un peu cinglée parce que tu vas sur un site internet, tu fais un virement. Ouais. Un mec que tu connais pas, en plus, j'ai une photo de moi. Genre, j'ai 13 ans. C'est moi. Enfin, j'étais un peu plus vieux quand même, j'ai 15 ans à cette époque. Ouais, enfin bon, tu restais un ado quand même. Mais voilà, ouais, je suis à Tours, j'aime bien, je vous aime bien. C'est ok, ouais. Mais ça posait pas de problème en fait. Non, mais à l'époque, les gens sur internet, c'est pour ça que les scams à l'époque étaient violents. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, moi, c'était pas un scam, mais les gens m'envoyaient de l'argent, donc imagine. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a une leçon marrante de cette expérience que j'ai eue. C'est que quand j'ai commencé à raconter autour de moi que j'allais faire ça,
tout le monde m'a prévenu de problèmes que je n'ai jamais eu. Tout le monde t'a... Donc, par exemple, tu vois, mon oncle, il me dit putain, les gens, ils vont jamais envoyer les 2 autres tiers. Ok, tu vas te faire arnaquer. Il faut que tu demandes 100% de front. Le problème, c'est quand tu demandais 100% de front, personne n'a acheté. C'était trop cher. Okay. Et quand tu disais 1 tiers, je vous livre, machin, bizarrement, les gens achetaient. Donc, moi, j'avais une expérience où je demandais 100% de front et machin. Et il me disait, ah non, tu peux pas faire ça, tu vas te faire arnaquer. Bon, bah, je me suis dit, bah, vas-y, on va se faire arnaquer, quoi. En 2 ans de livraison, il y a un mec qui m'a pas payé. Voilà. Les 2 tiers. Mais il t'a quand même payé le tiers. Ouais. Il m'a payé le tiers, évidemment. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah voilà. Et 1 an et demi après, j'ai reçu un email de ce mec qui dit putain, je croyais que j'avais fait le paiement. Ah oui, donc c'était même pas un. Et je l'ai pas fait. C'était pas une douille, c'était parce qu'un an et demi, c'est quand même le gars, il a réalisé, il a fait oh là là. Ouais. Mais sinon, tu reviens jamais. Tu dis bon, tant pis, il m'a rien demandé. Ouais, exactement. Okay, donc c'était même pas une arnaque, c'était un oubli. C'était un mec honnête. Donc ce que tu voulais dire, c'est que les gens passaient leur temps à te prévenir de risques. Qui n'existaient pas. De risques. Et personne ne m'a prévenu des risques réels. Ok, donc est-ce qu'on peut juste splitter, lister les. Ouais. Donc j'ai entendu. Alors donc, qu'est-ce que les gens. Tu vas pas te faire payer. Okay. Les gens m'ont dit, tu vas pas te faire payer. Les gens m'ont dit. Tu vas pas avoir de clients parce que c'est. Ouais, tu vas pas trouver de business. La traduction automatique, ça marche mal. Babelfish à l'époque. Hein. Oh, ouais, J'utilisais Babelfish, ouais. Pour les petits jeunes qui nous regardent, Babelfish, c'est l'ancêtre de Google Translate qui était juste un dictionnaire en fait. Oui, c'est ça, c'était vraiment un dico à réponse rapide. Okay. Et donc j'avais un design sur mon site où j'avais un langage que par mots. Table. 19e. Mot-clé. Tac, tac, tac. Joli. Super. Bois. Bois. Ah ouais, mais il n'y avait pas de texte. Non, il n'y avait que des mots-clés. Ok. Mais ça fonctionnait en fait. Ouais. Et donc, plein de trucs comme ça. Les gens disaient c'est Internet, tu vas avoir. Genre des problèmes. Des problèmes, des pirates, des machins, je sais pas quoi. Et en fait, les vrais problèmes que j'ai eus, c'est les meubles cassés par les transporteurs. Ouais, c'est ce que j'allais te demander tout à l'heure. Je dis, c'est quand même des mecs personne ne me l'a dit. Ouais. Et en fait, ça, c'était le problème le plus grave. Pourquoi ? Parce que t'envoies un meuble, il est pété, le mec a payé 1 tiers. Non seulement il veut pas payer les 2 tiers, mais il veut que tu lui rendes son tiers. Mais évidemment. Ce qui est normal. Il n'a pas reçu la cam de toute façon. Non. Ouais. Donc en fait, ça, c'était le pire qui pouvait t'arriver en soi. Ça, c'était le pire qui pouvait m'arriver. Perdu ou cassé. Et en fait, personne m'a prévu du bordel de la logistique. Ouais. C'était... Moi, 99% de mes emmerdes, c'était des transporteurs qui faisaient n'importe quoi. Ouais. Et il a fallu qu'on apprenne à, gérer les transporteurs, les assurances, les machins, les trucs. Et ça, c'était un savoir que je n'avais pas du tout. Et bien sûr, aucun des génies de ce club des gens qui disent mais qui ne font jamais rien n'avait vu ça. Ce risque réel. Et ça m'a donné une leçon qui est, en fait, ça ne sert à rien d'anticiper les risques. Il faut aller vite, il faut les prendre dans la gueule, il faut les résoudre. Il faut apprendre parce que c'est assez dur d'imaginer en fait les emmerdes réelles que tu auras. Et notamment, je peux te raconter une anecdote parce que j'ai pas pensé depuis des années à ça, mais ça me revient là, en parlant. La pire histoire que j'ai eue, et vraiment le problème, vraiment là où je me suis dit oh putain c'est chaud, c'est que j'ai un virement qui m'a été fait. Donc à l'époque, j'avais un compte chez UBS en Suisse. Ok. UBS qui est la banque suisse. Ouais. Et donc ça marchait comment ? Les gens faisaient un virement sur cette banque. Ouais. Et cette banque me livrait de l'argent pour payer les meubles, etc. Te livrer de l'argent, c'est-à-dire physiquement. Ouais. Ok, incroyable. T'avais un système de livraison d'argent à l'époque. Okay. Mais on est avant 2001. Oui, non, mais c'est plus logique. C'est beaucoup plus logique. Vois, le monde est très différent à l'époque. Oui, déjà, l'espèce est loin d'avoir disparu. Ouais, l'espèce est omniprésente. Bien sûr. Et donc, j'ai fait une connerie. C'est que j'affichais, parce que je me trouvais très malin, les prix dans la devise du mec qui visitait le site. Donc moi, j'avais mes prix en euros. Ouais. Et quand tu te connectais, par exemple, depuis le Japon, tu voyais le prix en yens pour vraiment être user-friendly. Ouais, ce qui est très bien. Et je me connectais à xe.com, un truc d'exchange, ouais. Et tous les 24 heures, je mettais à jour tous les prix du site. Ok, sauf que 24 heures, ça m'a l'air long. 24 heures, c'est pas long quand tu mets 3 mois à envoyer un meuble. Ouais. Donc, le mec, il vient sur le site.
il achète une très grosse commande en plus. Très grosse commande. Ok. Et donc lui, de bonne foi, il voit le prix dans sa devise locale. Et il envoie un tiers de sa devise locale chez UBS qui convertit l'argent avec le taux de change pour que je reçoive des euros. Ça, jusque-là, moi, ça va. Je fais toute sa commande, une des plus grosses commandes que j'ai eues. Je lui envoie le truc. Et là, ça lui envoie un email disant « Vous avez reçu votre commande, merci de nous envoyer le solde à telle adresse. » Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La devise s'est écroulée. Et le mec de bonne foi m'envoie le solde au taux qu'il y a dans l'email, puisque l'email a été calculé le jour de l'achat. Oui, bien sûr. Et je reçois l'argent. Ouais. Et là, je reçois un truc genre 40% de moins que ce que je devais. Et comme, mine de rien, j'avais 15 ans, je comprenais pas grand-chose. Moi, je me dis, mais le mec, il est complètement con, tu vois. Et là, en fait, je me rends compte que depuis 1 an, je perds une tonne d'argent. D'accord, t'as de l'argent qui part en fait, dans les... Je m'en étais rendu compte de ce risque de change. Ouais. Parce que c'était une grosse commande. Donc le montant faisait... Le volume du montant... C'était beaucoup de travail. Et puis, tu vois, le mec, il avait commandé un appart entier, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, donc on parle d'un... Et donc, c'était ma plus grosse commande ever. Et c'est pour ça que c'était le montant. Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Parce que tu vas me dire, c'est pas grave. Tu prends la leçon et tu rectifies. Ouais. Non. Sauf que moi, j'avais dépensé l'argent que j'avais pas encore encaissé. Ah putain, parce que c'était une grosse commande. Okay. C'était une grosse commande. J'étais en vrille. Deuxième erreur quand t'as pas... Et je me suis retrouvé avec un découvert que je pouvais pas payer. Oui, puisque de toute façon, l'argent... Et là, le banquier s'est rendu compte que j'avais 15 ans quand même. Il a dû... Mais j'imagine déjà aujourd'hui, on en a même dans notre entourage, on a des génies de... C'est pas une question de génie, c'est des gens qui font de l'argent très jeunes, mais à cette époque-là, le type, il devait même pas croire. C'est en mode un canular, en fait. Ouais. Ok, donc deux leçons. On reviendra après sur cette notion de un risque reste un risque jusqu'à ce que tu le prennes et ça devient un problème à résoudre une fois que tu l'as pris. Et tant que c'est pas un problème à résoudre, c'est qu'un risque. Ouais. Mais premier truc, c'est super le user-friendly, avoir les conséquences. Comment tu ferais aujourd'hui pour rester dans cette démarche de user-friendly mais en te protégeant? Maintenant, il y a des trucs qui existent. Maintenant, en fait, ce que tous les gens font, c'est qu'en fait, tu dis que la devise, elle est indicative et que le prix de référence, c'est l'euro et que si la devise, entre-temps, tu te couvres, en fait. Tu te couvres. Il y a même pas, tu cherches même pas... Non, tu cherches pas, ouais. Mais c'est vrai qu'au moment de la décision d'achat, ça va vachement jouer dans la compétition. Moi, j'étais obsédé par un truc, c'était... Je voulais que les gens arrivent, ils aient que des images. Ok. Donc en fait, le site, c'était un catalogue d'images. Je voulais qu'ils aient rien d'autre que des images. Genre, tu viens, tu as un grand catalogue d'images, tu avais des catégories sur la gauche, comme de toute façon, il fallait traduire facilement. Donc table, chaise, armoire. Oui, à l'ancienne, tu avais ta liste de catégories. Tu cliquais sur une catégorie, ça a uploadé des images. Et c'était un iframe. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les iframes sur les vieux sites. C'est que le site est coupé en deux, le menu était indépendant, le scrolling du menu était indépendant du scrolling des trucs. Oui. Donc, tu avais tout le temps le menu, tu pouvais changer. Oui, c'est ça. Je vois le squelette à l'ancienne. Ouais, ok. Donc, tu avais que les images. Et quand tu cliquais sur une image, je voulais que tu aies en gros le nom de l'objet. Ok. Je voulais que tu aies l'année, le machin, toutes les datas objectives que je pouvais traduire facilement. Parce que mon obsession, c'était de pouvoir parler toutes les langues. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit des mots. Et donc, il y avait marqué type de bois. Puis là, il y avait tous les types de bois. Cuir, pas cuir, machin. Donc, tu avais une fiche comme ça. Et un prix en gros. Et je voulais que le prix en gros soit dans la monnaie du mec bien sûr. qui pour que tu vois, il n'y ait pas qu'il soit pas là à se dire attends, ça fait $300, mais qu'est-ce que c'est $300 en yens, machin. Après, est-ce que peut-être à l'époque, en tout cas, de toute façon, c'est des trucs un peu rétrospectifs qui sont pas forcément utiles, mais peut-être qu'à l'époque, les mecs qui avaient le mindset suffisamment câblé pour acheter du meuble à l'étranger en ligne. Ben non, figure-toi que non. C'est pas des mecs qui pensent en dollars en général, non? Non, c'était ça. Aujourd'hui, c'est très différent. C'était ça qui était drôle. Ah ouais? C'est qu'en fait, l'Internet de l'époque, moi, c'était quoi mon client type? C'était une nana. Ok, déjà. Dont le mari avait donné le site Internet pour lui montrer à quoi ça sert Internet. Okay. Qui était référencé. Je vois très bien Qui était référencé sur yahoo.com. Donc, quand tu tapais Antiquité sur yahoo.com, c'était le seul site qui sortait. Ouais, j'imagine. Et donc, moi, je pense que ce qui se passait dans la grande majorité de mon acquisition, c'était un mec qui faisait une démo de ce qu'est Internet. Ouais. Et la meuf a dit ah ouais, tu crois que je peux acheter des meubles? Et il tapait meubles. Et le seul site qui sortait dans l'Internet mondial, à ce moment-là, ça n'a pas duré longtemps,
Parce qu'après, il y a eu eBay, tout ça, qui ont bien sûr, après, qui ont mis en stéroïde cette démarche, en fait. Parce que moi, j'ai pas compris que je pouvais faire une plateforme scalée, tout ça. À l'époque, moi, je suis un... Non, mais c'est déjà... Je suis un commerçant, si tu veux, frère. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment typiquement le commerçant. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je veux pas trop digresser, mais tu sais, souvent, quand on raconte ce genre d'anecdote, il y a toujours un mec hyper bien pensant et certainement prix Nobel dans sa discipline qui vient et qui dit, donc en gros, tu viens et tu te poses juste en intermédiaire et tu prends ta com. Et il y a un truc, moi, qui me fascine, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est la définition du commerçant. Oui. Quand tu vas dans une épicerie, le mec, il a acheté le pot de caramel, il va te le revendre avec... Non mais... Et ça gêne personne, tu vois. Après, il y a des commerces où ils vendent leurs propres produits et ça gêne personne. Par contre, dès que c'est quelqu'un qui fait ça en ligne ou que c'est un entrepreneur, alors en plus, s'il s'appelle Oussama Hamar, bon là, c'est horrible, tu vois, c'est honteux. Tu viens, tu prends ta com, non mais... Et puis quoi encore? Bah oui, en fait, tout ce que tu achètes, il y a un mec qui prend sa com à un moment donné parce que c'est le savoir mettre à disposition et avec cette approche donc user-friendly. Ok, donc revenons-en à cette histoire. Donc, premier truc, le change. Donc ouais, le change. Bah, c'était mon seul... Après, j'ai les rouleaux de vague. Oui, mais tu dis, deuxième problème, et ça, c'est un truc qu'on a entendu, pas que dans les business en ligne, l'argent que tu dépenses, assure-toi qu'il t'appartient. Ouais. Enfin, pas qu'il... Oui, bah... Après, il y a des moments où tu fais des trucs audacieux, mais quand tu le fais... Ouais, là, c'était pas audacieux en plus. Hein. C'était pour du lifestyle. Oui. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai déjà vu dans mon entourage en France, dans l'Ouest à Nantes, j'ai la chance de connaître les patrons d'un très gros groupe dans l'industrie, qui sont, enfin, notamment le boss qui est vraiment un homme d'affaires qui sait gérer ses affaires. Lui, je l'ai déjà vu faire une dépense en amont de recevoir vraiment le capital. Mais ça valait tellement la peine. Et surtout, c'était soit on le fait là, soit on ne pourra pas le faire, qu'il y a un sens mais par contre, ça reste le risque. Parce que le risque, c'était que derrière, ils attendaient une espèce de prime ou de subvention, je sais pas quoi, mais c'était pas sûr que ça allait taper. Et il y avait un moment donné, il pouvait saisir, bref, une histoire de machine très, très onéreuse et tout. Et il a dit à son DG, maintenant. Et quand ton big boss, il dit maintenant, et ça parle de somme à 6 chiffres, voire plus, tu dis, putain, vous êtes sûr? Parce qu'on n'a pas la... Si, t'inquiète maintenant. Et donc, du coup, si tu dépenses l'argent que t'as pas, fais-le pour une bonne raison. Faut que le risque soit rewarding. Okay. Ça fait quand même des putains de leçons quand même pour un mec qui fait un truc à 15 ans. Ah bah, ouais, là, celle-là, je l'ai bien pris. Ouais. Après, ça m'a aussi conforté dans le fait que des fois dans la vie, il faut dépenser de l'argent que t'as pas pour avancer parce que sinon, t'avances pas. Mais là, en fait, après, ça m'a rendu conscient de la démarche. Ouais. J'ai plus jamais fait Là, j'étais pas conscient. Je pouvais même pas envisager que le mec allait pas me payer. Ouais, déjà. Parce que personne ne m'avait jamais pas payé. Donc je voyais pas pourquoi lui serait le premier. Donc, le biais de confirmation j'étais à l'inverse. Et puis il m'a payé. Un an et demi après. Donc finalement, l'histoire c'est bien. Non, c'est pas un an et demi après, au sens où il m'a payé. C'est le mec du taux de change. Ah non, le taux de change, il t'a payé. Et c'est juste que lui, littéralement, il t'a payé. Il a respecté le contrat, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et c'est là où j'avais vu la bienveillance des gens. J'étais sous terre. Sous terre. Et en fait, moi, j'ai appelé le mec en lui disant qu'il y avait une erreur sur le virement. Parce au moment où moi, je reçois l'argent, je reçois des euros. Ouais. Et je me dis, de bonne foi, le mec n'a pas tapé le bon montant, tu vois. Non, mais ça peut de toute façon, une erreur peut arriver. Et je l'appelle et il me dit, mais non, je suis désolé, j'ai envoyé l'argent. Je dis, mais je comprends pas. Puis en plus, j'arrive pas à comprendre où est le problème. Et tu vois pas, à aucun moment ça te... Mais non, parce que je peux pas imaginer qu'une devise en 3 mois perd 30%, tu vois. Oui, puis à cette époque-là, t'as pas la culture que t'as aujourd'hui, tu te renseignes pas, il n'y a pas encore les cryptos, les machins. Et le mec qui me dit, mais vous savez, moi j'ai envoyé ça, je sais pas quoi. Je dis, oh putain. Et là, je regarde la courbe du taux de change. La réalisation. Avec comme ça. Et en plus, c'était dit sur 3 mois, tu sais, comme quand l'échange, c'est pas genre... on attend 24 heures et je dis à la banque de garder la devise et je vais jouer. Rien du là, tout. C'était une grande vente. Et donc, le mec réalise que machin, il me dit, bon, je suis désolé. Et donc, le mec passe en mode bienveillant, quoi. Genre, au téléphone, il me dit, bon, écoutez, moi, je suis désolé. Après, je vous avoue, c'est une grosse somme pour moi. C'est la somme que j'avais prévu de dépenser. Moi, je dis, non, mais vous inquiétez pas et tout. Il me dit, alors pourquoi ça vous met mal et tout. Et je lui raconte. Je lui dis, voilà, j'ai dépensé de l'argent, je suis à découvert et tout. Et le mec, il rigole. Ouais, mais t'es sincère. Donc, il est mort de rire. Il me dit,
On l'a tous fait, celle-là. Mais on l'a fait, c'est pour ça qu'on a appris. Ouais. Et il dit bon, c'est pas grave, truc. Il me dit bon, si vous vous en sortez pas, rappelez-moi, quoi. Et, il y a quand même une bienveillance. J'ai pas rappelé, je m'en suis sorti, mais ouais, c'était ce moment, je me suis dit, what the fuck, en fait. Ouais, et c'est fou parce que personne autour de moi ne vivait dans le monde de ces problèmes-là. Ouais, bien sûr. Et c'est là où je m'étais rendu compte à l'époque de l'importance d'être entouré de gens qui font la même chose que toi pour avoir les bons réflexes, parce que sinon, tu te passes toutes les pentes toi-même, en fait. C'est bien que tu en passes certains toi, parce que ça va justement être profitable pour tes autres. Mais c'est bien aussi s'il y en a qui te guident. Mais c'est intéressant, vraiment, pour réinsister là-dessus, moi, ça m'est déjà arrivé de sentir fortement le poids des risques potentiels quand tu as une décision à prendre et un mouvement un peu audacieux. Et il faut juste se dire, c'est pas pour tomber dans le dev perso un peu bas de gamme, mais tant que c'est un risque, c'est un risque. Le jour où c'est un problème, c'est un problème. Donc en fait, ton skills, c'est pas de travailler en anticipation de risque, ton skill, c'est de travailler ta capacité à déglinguer un problème. Alors, à résoudre des problèmes. On en a tous eu des mecs qui ont été finis par un problème. Mais c'est quand même, si on fait vraiment les comptes, si vraiment on prend les stats, c'est quand même rare d'être fini littéralement à cause d'un problème. On a vu des mecs se relever last moment, last minute. Et d'ailleurs, tu sais, c'est un peu la théorie du siège de Sun Tzu, je sais pas si tu connais. Quand tu n'as plus de plan B, quand il n'y a pas d'issue de secours, le potentiel, ce qui se révèle de combat, de combativité, d'agressivité ou d'envie de s'en sortir, il est décuplé. Pour nos amis qui nous regardent, siège pas au sens de chaise, parce qu'on parle de meubles. Pas au sens d'antiquité. Mais siège au sens d'encercler. Exactement. Donc la théorie du siège de Sun Tzu, pour leur donner en 2 secondes, c'est qu'en gros, Sun Tzu, c'est un général de l'empire de l'ère Ming. Je sais plus de quelle ère chinoise. Donc c'est un des plus grands stratèges de guerre. Et c'était un mec à maîtriser l'art de faire la guerre sans jamais dépenser de mort humaine, ni dans un camp ni dans l'autre. Et un truc qu'il avait compris, c'est que quand on assiège une ville, si on l'assiège fermement, à un moment donné, les gens qui sont assiégés vont se réveiller et vont se battre jusqu'à la mort, et il est quasi impossible qu'on les écrase vraiment. Il y a toujours, on va perdre, et puis surtout ça va durer longtemps. Si par contre on s'assure, sans faire exprès, on n'avait pas vu, de leur laisser une porte de sortie. Exactement, mais vraiment, il faut que ce soit authentique et qu'ils se disent ils l'ont pas vu celle-là. Il y a 80% des mecs qui vont se révéler des lâches au moment où la faim va se faire sentir, la fatigue va se faire sentir, etc. Et au final, personne va se soulever, peut-être même que tout le monde va partir. Donc la théorie du siège, c'est en gros laisser toujours un plan B à votre adversaire, ça risque d'être payant. Et là, tu n'avais pas de plan B dans ces problèmes-là, donc tu les affrontes. Ouais, après, bon, c'était pas. Maintenant, ça me paraît ridicule comme problème, mais à l'époque, j'ai dû paniquer un peu, et puis après, je me suis dit, bon. Comment ça s'est fini cette histoire? Alors, cette histoire, c'est pas l'histoire du taux de change, c'est cette histoire d'antiquité. Moi, j'en étais resté à, en gros, les mecs de ta ville. À un moment, alors ça, c'était... Donc, Tours est une ville d'antiquaire, faut le préciser. À un moment, les mecs, en fait, ils ont découvert le site internet, ils ont découvert tout ça, et ils m'ont dit clairement, écoute, on veut plus de vente de meubles, quoi. Sinon, tu prends trop de marge. Mais c'est incroyable. Et moi, j'ai dit, mais les gars, c'est win-win. Petit, tu te crois en Amérique? Ouais. Tu te crois en Amérique, je l'oublierai jamais. Je me suis dit, tiens. Il y a un mec qui t'a sorti ça pour de vrai. Okay. Ouais, c'est une vraie phrase, ça. Parce que je dis win-win. Oui. Ah, tu leur as dit win-win et ils t'ont dit okay. Tu te crois en Amérique? On n'est pas dans le Wisconsin. Ouais, d'accord. Ouais. Oh là là. Et donc, en gros, en fait, quand un mec comme eux te dit on veut plus de vente de meubles parce que tu fais trop de marge, moi, ce que j'entends, c'est on veut plus gagner d'argent. Enfin, c'est évident, en fait. Mais en fait, tu connais le dilemme, je sais plus comment ça s'appelle, le dilemme de l'ultimatum. Est-ce que tu connais cette expérience d'économie sociale? Très simple. On pose un billet sur la table. Ok. On dit à 2 participants, Basile, voilà le billet. Tu as le droit de faire une seule offre à la personne en face de toi. S'il accepte l'offre, vous gagnez tous les deux l'argent de l'offre. S'il refuse l'offre, vous perdez tous les deux l'argent. Attends, tu peux définir offre. Donc il y a un billet. Le billet, c'est quoi? C'est le reward? 100 €. Ok. Mais ça, c'est ce qu'il y a à gagner. Donc moi, je te dis, ok, Basile, l'offre, elle est très simple. Je garde 99 € et je te donne 1 €. Ok, j'ai compris. Donc tu fais une offre à partir du capital que le billet te confère. Exactement. Okay. Et si tu refuses l'offre, on perd tous les deux. Si je gagne. Et si tu acceptes l'offre, on gagne tous les deux la somme en question. Et c'est du vrai argent. Et c'est du vrai argent. C'est du vrai argent. Ok. Donc pour te donner mon expérience d'écoutant à chaud,
tout de suite, on a l'image du 50-50 qui vient dans la tête, mais c'est un peu trop facile. Mais justement, la question, c'est d'analyser qu'est-ce que les gens acceptent comme offre en fonction des pays. Par exemple, les Américains, ils ont un grand pourcentage de leur population, alors pas une majorité. Non, mais je comprends mais explique-le bien parce que c'est hyper intéressant. Grande majorité, une grosse minorité de la population accepte 99,1. Oui, mais parce tout le monde devrait. Parce qu'ils se disent, $1, it's better than nothing. Voilà. En France, si t'offres pas 50-50, et encore. Et bah, tout le monde dit non. Ouais, c'est ça. Et encore. Et c'est surtout... en fait, je pense que la mentalité des US, parce que j'aime pas trop quand les gens disent les US ils sont positifs, oui, si tu veux, mais en fait ils ont aussi un sens que nous on n'a pas, c'est de se dire dans quel camp est le pouvoir définitif. C'est si le mec il te propose rien, s'il te propose pas 99,1, bah en fait il y a pas de jeu. Tu vois. Alors qu'en France il y a potentiellement un jeu, mais je m'en fous qu'il est lié ou pas. Soit on meurt tous, soit je veux gagner plus, ou en tout cas ma part. Mais hier tu m'as dit un truc quand on parlait de l'entrepreneuriat, tu m'as dit je crois qu'être français quand on est entrepreneur c'est une vraie maladie incurable. Tu te rappelles ? Et c'est vraiment ça. Enfin, ok, donc le dilemme, allez vous renseigner pour ceux qui sont curieux, le dilemme de l'ultimatum. Okay. Et c'est trop drôle de regarder les résultats par pays. D'ailleurs, ils font des études par pays. Il y a une grande corrélation entre le pourcentage de gens qui refusent des offres comme ça et le taux de pauvreté des pays. Plus les pays sont riches et plus les gens acceptent n'importe quelle offre. Du moment qu'il y a une offre. C'est fou, hein ? Ouais, c'est logique en fait quand tu dis. Et après, alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que cette expérience est truquée du côté de celui qui fait l'offre. Parce qu'en fait, tu fais cette expérience en 2 temps. Dans un premier temps, tu vas mettre des gens qui font les offres pour analyser le taux d'acceptation des offres. Il faut que tu aies un contrôle quand même, donc du coup sur les offres pour voir ce qui réagit. Exactement. Donc en fait, tu sais pas que le mec en face de toi fait partie de l'expérience et il t'offre $1,99. Et on regarde par pays combien de pourcents de gens acceptent. Ça, ok. Et après, on fait l'autre qui est quel type d'offre les gens font. Majoritairement. Tu vois, parce que donc, tout de suite ça vient au 50-50. Donc celui qui est truqué cette fois, c'est celui qui reçoit l'offre pour voir les types d'offres par pays que font. Ok. Et c'est assez marrant. Par exemple, il y a des pays comme les pays nordiques où tout le monde fait des offres 50-50 immédiatement. Ils ne voient pas comment ils pourraient faire une autre offre et tout. Et quand en débrief, ils les poussent un peu en disant pourquoi t'as pas offert 60-40, tu vois, machin. Et dans les pays moyen-orientaux, etc., les mecs poussent 70-30, ça va, 30. Ils négocient, ils essayent 30. en fait. Ouais, exactement. Et si ça atteint 50-50, ce sera une conséquence. Mais on est passé d'abord par un... Ouais. Ok. Putain, c'est intéressant, hein. C'est hyper... C'est une expérience... Économie sociale. Ouais, d'économie sociale. Je la trouve géniale, celle-là. Ok. Ou on dit économie expérimentale, pardon. Non, mais je vois Ok. T'as d'autres trucs comme ça un peu là des expériences marrantes comme ça? Non, celle-là, c'est celle qui m'a le plus marqué. J'en connais pas trop d'autres. Il y avait un livre là, Freak Economics, tu l'avais lu? Non. Ce livre? Ouais, il est trop bien ce livre. C'est qui s'appelle Freak Economics. Attends, je vais vérifier parce que après les gens ils se plaignent en commentaire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a pas longtemps, t'as sorti une vidéo qui a un petit peu marché sur Naval Ravikant. Ouais. Donc vidéo qui a été assez appréciée. Freak Economics. Freak Economics. Like a freak. Ah, Freak Economics, ok, en un seul mot. Ok. Je mettrai en description. Et dans ce livre, il raconte un truc qui m'avait fasciné. Ouais. T'as une école où tout le monde est en retard pour chercher son gosse. Les parents. Pardon, je recommence. Okay. Il y a une école dans laquelle beaucoup de parents sont en retard pour chercher leur gosse. Okay. L'école n'en peut plus. Tous les jours, elle dit il y en a marre, il faut venir à l'heure, nous, les machins, école américaine. Les parents s'excusent, ils disent I'm so sorry, blablabla. Et là, le directeur, il a une grande idée. Il dit ok, à partir de maintenant, pour chaque minute de retard pour venir chercher votre enfant, $1 de facture. Ok. Et on reversera ça à une association de l'école pour les enfants défavorisés, je sais pas quoi. Directeur hyper fier de son idée, tout le monde va être en retard. Ils sont passés d'avoir quelques parents en retard à avoir 100% des parents en retard. Parce que maintenant, les mecs, ils se disaient, c'est cool, j'ai qu'à payer. Et c'est ça, en fait, si tu mets le reward... Non, mais c'est encore pire, c'est-à-dire que non seulement j'ai qu'à payer, mais en plus de ça, t'installes le fautif dans un confort. Tu lui dis, c'est bien.
Tu lui dis c'est mal oralement, mais ton billet, enfin ta pièce, elle lui dit c'est bien. Et en plus, il s'achète de la bienfaisance extérieure, tu vois. Enfin bref, donc c'était pas un prix Nobel ouais, tu sais à quoi ça me fait penser, ça a rien à voir, mais tu sais c'est complètement con ce que je veux dire, mais dans les toilettes publiques, ils avaient un problème assez grave, c'est que les hommes sont assez dégueulasses. Et le mec a inventé la mouche. Je sais pas si tu vois ça. Alors c'est l'inverse de ce que tu viens de citer, mais en gros dans les urinoirs des toilettes publiques, ils avaient un gros souci chez les hommes. Il n'y a pas d'urinoir chez les femmes, mais c'est que les hommes pissent un peu n'importe comment. Partout, et un jour il y a un mec qui s'est dit on va mettre une pastille avec une fausse mouche dans l'urinoir, et tous les mecs visent la mouche. Et c'est un truc un peu instinctif. Donc ouais, c'est des trucs sur les comportements, les rectifications de comportement. Ce à quoi ça me faisait penser là par rapport à Naval, que j'allais amorcer là, c'est que un des trucs que les gens dont les gens passent le plus à côté sur Naval quand ils étudient l'almanach ou quand ils entendent parler, c'est ceux qui recommandent. Tu sais, ils sont tous très portés sur comment devenir riche, comment développer de la fortune et tout, mais il fait des recommandations assez incroyables. C'est sur quoi il faut lire. Je sais pas si tu vois ce petit passage de sa tweetstorm que tout le monde connaît. Il dit il faut lire de la psychologie, il faut lire de la merde, je me rappelle plus. Enfin, il recommande de faire du code aussi et du média, mais il dit il faut lire de la psychologie et il dit il faut lire de la macroéconomie. De la micro. Je crois que c'est de la macro qui dit justement. Je peux pas y croire. Si, justement. Il dit justement rester. Il me semble que c'est resté assez. Non, parce qu'en fait, Naval, je crois qu'il est d'accord avec moi pour dire que les macroéconomistes, c'est des astrologues modernes. Ah ouais ? Ouais, attends. Là, je suis obligé de vérifier parce que. Vérifie, vérifie. Je serais très, très, très étonné qu'il dise ça. Il me semble que c'est Naval, macro. Comment tu dis microéconomie en anglais ? Micro. Donc c'est peut-être micro. Parce que je l'ai écouté. D'accord. Et peut-être que c'est moi qui j'étais en voiture. Naval. Regarde, parce que c'est vraiment l'un ou l'autre. Mais c'est un truc où j'ai l'impression que les gens ils passent à côté de tout ce qui va demander un effort. En fait, Micro. Why you should never study macroeconomics by Naval. Ok. Non, Naval et moi, on a exactement la même opinion qui va faire hérisser. Alors, il faut savoir que en 2 secondes 5, est-ce qu'on peut expliquer la microéconomie et la macroéconomie. Voilà. La macroéconomie, c'est un peu comme la géopolitique, c'est les gens qui expliquent les phénomènes d'un point de vue global. Par exemple, ils vont dire l'économie américaine est au ralentissement cette année et parce que la production de chèvres est un peu branle-ballante, ce qui a eu un impact sur la consommation d'herbe qui a amené les Américains dans la rue à refuser de manger des sucettes lollipop, ce qui forcément a produit une inflation à 7,2%. Exactement. Okay. Ces mecs, c'est des scandales sur pattes, c'est astrologues modernes. Ouais, ça sent l'astrologie. Okay. La macroéconomie, c'est pas une science, c'est de la merde. C'est très étudié à l'université. Il y a la majorité des économistes invités par les médias sont des macroéconomistes. Okay. Bon à savoir. Les théories de macroéconomie sont dominantes dans le débat public. La plupart des recommandations de politique publique viennent de macroéconomistes et les macroéconomistes sont majoritaires à l'université. En face, il y a les microéconomistes que j'ai toujours, moi, beaucoup plus aimé. Est-ce que c'est manichéen ? Est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre ? Ouais, c'est vraiment manichéen. Il n'y a pas de zone grise. Non, il n'y a pas, parce que c'est vraiment un problème de méthode et de ce que tu penses. Les microéconomistes pensent qu'il n'est pas possible de savoir comment les phénomènes macro vont évoluer. Par contre, on peut évaluer des phénomènes micro. C'est-à-dire que au lieu de regarder des grands trucs, tu vas regarder ce qui s'appelle la fonction entrepreneuriale, c'est-à-dire l'individu, son comportement, etc. Alors, parce que je vois déjà la critique qu'on va me faire. Il est vrai que les microéconomistes ont eu pendant très longtemps un modèle de modélisation de l'économie qui s'appelle l'homo economicus, qui est l'idée que les hommes sont portés que par leur intérêt rationnel. C'était pas très malin parce que les hommes sont un peu plus compliqués que ça. Oui. Et que l'étude micro est devenue aussi une forme d'astrologie chez certains mecs avec cette croyance que de toute façon, l'homme, il est rationnel. Bon, ça va, c'était les années 50. Entre-temps, la microéconomie a quand même vachement évolué. Et de mon point de vue, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Et Naval est un très, très, très grand partisan de lire de la microéconomie. Ouais.
parce que ça explique plein de choses, ça explique la fonction de production, ça explique l'offre et la demande. Par exemple, les microéconomistes vont étudier l'offre et la demande. Oui. Ils vont étudier la fonction prix. Ils vont étudier... par exemple, c'est les études de microéconomie qui vont montrer que toutes les techniques de pricing, par exemple, Apple, avec le pricing d'ancrage, ils te font un iPhone à 800, un iPhone à 1200 et un iPhone à 1300. D'un seul coup, l'iPhone à 1300 a l'air très cheap. Oui, bien sûr. Parce que le gap avec l'autre, alors qu'en fait, il est 2 fois plus cher que le premier. Ouais, complètement. C'est plein. C'est ça, en fait, quand Naval il suggère la microéconomie, il parle de tout ça. Il dit ici que la plupart des gens, ils sont ravis de vouloir... Enfin, ils veulent devenir riches, machin, etc. Mais par exemple, si je dis à quelqu'un, c'est quoi la création de valeur? C'est de la théorie monétaire, c'est de la microéconomie, etc. Et je pense que personne ne le fait, ça. Enfin, vraiment. Non, dans mais les gens après, qui sont, après, c'est pas... C'est là où tu vois que la barre pour être entrepreneur, elle est quand même élevée intellectuellement, quoi qu'on en dise. Mais c'est marrant ce que je dis, parce que mais c'était avec toi qu'on a eu une conversation, je crois, à Dubaï, on parlait de ça. Il y a une zone de turbulence à ce niveau-là. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour dire que la plupart des gens entrepreneurs qu'on connaît qui avancent très vite, il y en a beaucoup qui sont cons comme des portes. Et c'est parce qu'ils sont cons comme des portes qu'ils abattent une quantité de taf monstrueuse sans se poser de questions. Mais d'un autre côté, il y a une barrière intellectuelle qui va se présenter soit au début, soit à un autre moment, mais qui est quand même élevée si on veut faire un vrai gros... Après, tous ces mecs un peu cons, ils font du cash. Par contre, dans le sens... on s'est compris, quoi. Ils réfléchissent pas. Voilà. Ils font du cash, mais ils ont quand même tendance à pas aller très loin, quoi. Ah non, mais ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'ils plafonnent très vite. Alors, ça peut être des gros montants de cash pour les gens normaux, mais il n'y a pas un moment où ils ont créé une... Quand même, c'est vrai que alors, ce qui est marrant, c'est que l'intelligence n'est pas une fonction discriminante dans l'entrepreneuriat. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Vraiment... T'as pas besoin d'être intelligent pour être entrepreneur. Tu peux être complètement con et être entrepreneur. Ça, c'est vraiment... Et alors, ayons une définition extrêmement stricte de l'intelligence, comme ça, on n'aura pas les mecs qui viennent nous dire oui, mais il y a 52 formes d'intelligence. Non. Donc, moi, j'ai un test très, très, très simple d'intelligence. Vas-y. Qui est d'ailleurs... faudrait qu'un jour, je me chauffe là-dessus pour en faire une alternative au test de QI. Ok. Parce que j'ai une théorie sur comment tester l'intelligence bien mieux que le QI. Pourquoi le QI, ça marche pas? Parce que le QI, plus tu t'entraînes à passer des tests de QI, plus ton QI monte. Ce qui est la preuve que c'est un test de rien du tout. Ouais. C'est un test de QI. C'est un test de QI. Ça teste ta capacité à faire des petits exercices comme quelqu'un de bien soumis qui est dans ce petit environnement et comprend la logique des trucs. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des gens qui ont un QI élevé ont à peu près la même personnalité, quoi qu'on en dise. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont très, très, très forts à faire ce genre d'exercice stupide. Bon, ça, c'est petit scud sur le QI. Vraie test d'intelligence, c'est tu prends... Je te demande un sujet que tu ne connais pas. Par exemple, est-ce que tu es spécialiste de faune marine et de plancton? Très peu. Voilà, ok. Je te donne un livre de 300 pages. Ouais. Je t'enferme dans une pièce pendant 6 heures. Je te donne 20 questions. Et tu as 6 heures pour répondre aux 20 questions. Alors que tu n'as jamais rien su sur le sujet et tu as juste un livre que j'ai choisi pour t'apprendre ce nouveau sujet. Ok. Et il y a des gens qui vont répondre à 20 questions 100% en 6 heures. Ouais. Il y a des gens qui vont répondre à 10 questions et des gens qui vont répondre à une question. Et des gens qui vont même pas essayer. Oui, bon, ça, d'accord. Okay. Voilà, ça, c'est l'intelligence. C'est la définition la plus stricte de l'intelligence. C'est la capacité à comprendre rapidement quelque chose que tu ne connaissais pas. Ok, donc on implique que les questions poussent quand même à la réflexion. C'est pas juste d'aller pêcher des infos dans les 300 pages. Il y a une partie info, il y a une partie réflexion, il y a une partie déduction par rapport à ce que l'info que tu as eue. Ouais. Ok. Et ça s'invente pas. Et qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui courent plus vite que d'autres, des gens qui sont plus grands que d'autres. Il y a des gens, ils comprennent plus vite que d'autres. Ce qui est drôle, c'est que dans ce test, ça montre aussi l'espoir que l'humanité peut avoir. C'est que ce test-là, à l'infini, tout le monde le réussit à 100%. Oui, forcément, ok. Parce que la mesure de l'intelligence, c'est pas ta capacité à comprendre des choses, c'est la vitesse à laquelle tu les comprends. Plus tu comprends vite, plus tu accumules. Et c'est pour ça que les gens très intelligents ont une sorte d'exponentielle. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont capables de comprendre des choses que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Non, mais ils y ont accès rapidement. Ils y arrivent plus rapidement, donc ils ont accès à plus de choses.
Mais c'est méthodique. Si tu as suffisamment de patience et que tu as suffisamment de trucs. Et moi, ma théorie, c'est que l'intelligence est un muscle. Elle n'est pas du tout statique. Et plus tu fais cet exercice linéaire d'apprendre des choses, et plus tu apprends plus vite la deuxième fois. Et je suis sûr que si on te mettait dans une pièce 6 heures par semaine et qu'on donnait des sujets au hasard que tu ne connais pas et à chaque fois tu dois refaire l'exercice de trouver l'info, etc., je suis sûr que petit à petit, alors que c'est pas le même exo, c'est pas la même catégorie, c'est pas comme le QI où tu peux t'entraîner à tout le temps faire les mêmes exos pour finir par y arriver. Non, là c'est des trucs complètement différents. Et ben, je suis sûr que ton cerveau ferait des connexions qui ferait qu'à un moment donné, tu apprends plus vite d'autres choses. Comme les gens qui apprennent passer 5 langues courantes, la 6e, ils apprennent comme ça. Parce qu'en fait, le cerveau est un putain de muscle. Ouais, je comprends. Et donc, il y a des gens, ils apprennent les langues très vite. Mais en fait, même si t'es un débile, moi, par exemple, je suis un débile des langues, j'ai mis 10 ans à apprendre l'anglais, moi. Ok. Moi, je suis l'inverse. Les langues, c'est ce qui me... Tu vois ? J'ai aucune capacité à apprendre. Là, j'ai voulu faire plaisir à la grand-mère de ma meuf en Ukraine en apprenant de l'ukrainien pour pas parler russe. Je me suis dit, je vais faire 1 heure d'ukrainien tous les jours pendant 3 semaines avant d'arriver en Ukraine pour... Ouais, bien. Impossible. J'ai juste réussi à lui dire je t'aime et je sais même plus comment on dit. C'est pas Yellow Blue. Non, ça c'est en russe, justement. C'est en russe, Yellow Blue Tibia. Et j'étais là, putain, mais mec, c'est un truc. Et je me souviens, l'anglais, tu n'imagines pas. Moi, pour apprendre à parler anglais, c'était un calme. Mais pour apprendre le français, comment j'ai galéré. Ouais, bien sûr. Tu sais que moi, j'arrivais pas à faire une dictée à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans, tellement j'étais fracadingue. Je comprenais rien, je faisais plein de fautes dans ma façon de parler, etc. Et d'ailleurs, les gens disent que je parle bien en français. C'est parce qu'ils se rendent pas compte du travail que j'ai mis, tellement j'avais honte d'être de pas être français, en fait. Parce que un truc que les gens peut-être ne savent pas, c'est que le français n'est pas du tout ma langue maternelle. Non, bah toi t'es né donc au Liban. Ouais, mais j'ai commencé à parler français parce que les gens ils imaginent que les Libanais parlent français. Beaucoup de Libanais parlent français. Oui, il y a beaucoup de Libanais qui parlent français, mais toi, c'était pas ton cas. Voilà. Ma famille, ils n'étaient pas du tout francophones. Non, puis ta maman, d'ailleurs, que moi j'ai rencontrée, elle parle, elle fait ce qu'elle peut, parce que maintenant, avec les années, toi, tu parles français, mais elle parle pas français. Enfin, c'est pas sa langue, quoi. Non. Ok. Donc, toi, t'as parlé de quoi? De tes 0 à 5 ans? C'est quoi? C'est à quel âge? 0 à 8 ans, ouais. 0 à 8 ans, donc en arabe. Ouais. L'arabe libanais, il est spécifique, différent de... Tu vas lancer un grand débat là. Non, mais je sais pas, justement, je crois j'en parlais avec ta nièce à Dubaï, elle me disait non, mais c'est pas exactement le même. Donc c'est en plus un... Tous les arabes sont différents. L'arabe est une langue qui n'existe pas parce que c'est une langue qui a été créée pour écrire le Coran. Ok. Et qui est une langue sacrée. Et toutes les formes qu'on dit d'arabe ne sont que des variations de cette forme, un peu comme l'espéranto qui a été créé de toutes pièces. Oui, d'accord. Oui, et donc il y a énormément de pays où les gens ne parlent pas comme ils écrivent. Parce qu'ils écrivent en arabe, mais ils parlent pas. Ils parlent pas ce qu'ils écrivent. Ok, d'accord. Et donc, ça donne une espèce de schizophrénie très compliquée. Ouais, c'est ça. Oui, parce que et les Libanais ont un arabe assez proche de l'arabe littéraire. En fait, les Libanais parlent le léventin, en fait. La vraie... Ah, c'est joli. C'est vachement beau. Le léventin. C'est très beau. Le Levant, oui, bien sûr. Le Levant. Tu sais ce que veut dire Liban? Bah, je pense qu'on n'est pas loin de Levant. C'est du grec, c'est-à-dire là où le soleil se lève. Ouais. Parce que pour les Grecs, c'était l'endroit où... Le léventin, c'est un très très joli mot. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Okay. Ouais. Donc, ok. Et d'ailleurs, les Libanais disent tous « Est-ce que tu parles arabe ?» Parce que c'est des crétins qui ont été colonisés pendant des années. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse. On a fait une vidéo drôle ensemble où je dis je suis pas arabe, je suis phénicien. Et je sais pas si t'as vu dans les commentaires, plein de gens disent si t'es arabe, que tu le veuilles ou non. Je savais quand t'as dit ça, quand t'as fait cette réponse, je savais que ça allait. Et en fait, j'aimerais juste pour les gens intelligents qui ont envie d'écouter mon explication sur le sujet, essayer de comprendre pourquoi les Libanais, enfin beaucoup de Libanais, et pourquoi certains Libanais n'aiment pas ce mot arabe. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on aime les Arabes ou pas. Moi, je suis à Dubaï. C'est un pays arabe. Oui, bien sûr. Je suis très heureux d'être là-bas. J'aime beaucoup mes voisins arabes. Bien sûr. Mais il n'empêche... Là, tu dis les Libanais qui n'aiment pas être, eux, qualifiés de... Il n'empêche que eux et les Libanais n'ont pas grand-chose à voir en termes de culture. Pourquoi? En fait, ce crétin de Lawrence d'Arabie, colonisateur anglais qui a été sublimé au cinéma dans ce film Lawrence d'Arabie, etc., qui est un très très beau film, la réalité historique est un peu différente. Moins sexy. C'est un abruti qui est venu et qui avait une vision
qui était la fusion de la panarabie. Okay. Tous les Arabes recréent un pays commun sous l'égide du roi d'Arabie Saoudite, qui lui est un vrai Arabe. Et donc les colonisateurs ont commencé à appeler tous ces peuples, les Maghrébins, les Égyptiens, les Libanais, les Jordaniens, les Syriens, les Iraniens, pendant qu'on y est, des Arabes. Et cette définition colonialiste est rentrée dans la tête de tout le monde, à tel point que beaucoup de Libanais disent, quand ils demandent si tu parles leur langue, ils disent « Est-ce que tu parles arabe ?» Alors qu'ils parlent libanais. Ouais. Et en fait, effectivement, la langue libanaise a été colonisée par l'arabe. Effectivement, elle a des influences arabes, mais elle n'est pas tout à fait l'arabe. Et en fait, les Libanais ont complètement oublié leur histoire et ne connaissent pas leur histoire phénicienne et ne connaissent pas leur histoire lévantine. Et pourquoi ? Parce que l'école colonisatrice a supprimé ça. Je veux dire, c'était colonisé par les Turcs, c'était colonisé par les Arabes, etc. Ouais, ils ont pris un peu cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux camps chez les Libanais. Les gens qui veulent appartenir au monde arabe pour des raisons stratégiques, d'alignement avec l'Arabie Saoudite, etc. Et eux, ils sont très fiers de leur identité arabe. Ils sont arabes de rien du tout, entièrement, que ce soit génétiquement, socialement, culturellement. Ils ne le sont pas. Et il y a ceux qui ça hérissent parce qu'ils font partie de ces enfants qui allaient à l'école, ils se faisaient traiter de sale arabe et ils disaient non, je ne suis pas arabe, je suis phénicien. Et un ami à moi, libanais, me disait quand il était petit, il se faisait traiter de sale arabe parce qu'il avait une tête de basané. Et il disait ça à sa mère. Sa mère disait non, t'es pas arabe, t'es phénicien. Et en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de trucs. Et évidemment, il y a les génies de l'Internet ou les Kairas de l'Internet, comme tu veux, qui passent leur temps, dès que ce sujet est abordé, à venir ramener leurs propres projections. C'est les mêmes qui soutiennent la Palestine depuis les banlieues, qui n'ont jamais été en Palestine de leur vie, ou qui n'aiment pas Israël, parce que, tu vois, d'un seul coup... De toute façon, dès que ça se mobilise sur Internet, en général, c'est pas forcément une source de... Et en fait, ça montre le gouffre identitaire de tous ces gens. Et c'est dommage. Et alors, l'identité, c'est pas un... Dans l'histoire, l'identité, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être réel. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. L'histoire, ça s'appelle l'histoire. C'est le même mot que quand on raconte des histoires. Et les histoires sont plus importantes que l'histoire. Pourquoi ? Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. L'histoire est écrite que par les vainqueurs. Et donc, toute personne qui vient et qui prétend avoir une dimension absolument scientifique de l'histoire et une réalité, une vérité historique, est un menteur. Les historiens eux-mêmes, et surtout, sérieux, surtout les historiens d'ailleurs disent qu'on a des hypothèses. On relativise tous les faits, On a des hypothèses, on a quelques certitudes parce que les témoignages sont accablants, mais la part de mystère concernant l'histoire est par définition beaucoup plus grande que la part de vérité potentielle. Et donc, les dictatures l'ont toujours compris en créant des histoires. C'est un truc de dictateur de vouloir raconter des histoires concernant leur histoire. Et c'est dramatique de laisser ça aux dictatures. Il pourrait y avoir une démarche libérale de création d'identité, d'histoire, fictive, mythologique, laïque, qui permettrait aux gens d'avoir des rôles modèles sur lesquels s'appuyer. Pour moi, le plus bel exemple de ça, c'est Astérix et Obélix. Astérix et Obélix a créé l'identité gauloise, pour le meilleur et pour le pire. De petits villages d'irréductibles gaulois qui résistent encore et encore à l'envahisseur. Armorique. Oui. En créant cette identité, ils ont fait n'importe quoi historiquement. Par exemple, dans Astérix, ils ont des casques vikings. Ils ont des ailes. Avec des cornes. Ils sont celtes. Etc., etc., etc. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont créé un sentiment de fierté pour les enfants qui se reconnaissent dans ces Gaulois. Ils ont créé un repère. Ils ont créé un repère et un ancrage qui interroge beaucoup plus notre époque moderne que l'époque ancienne. Puisque de toute façon, l'époque ancienne n'intéresse pas beaucoup les vivants. En fait. Et c'est là où on dit toujours qu'il ne faut pas oublier l'histoire au risque de répéter les mêmes erreurs. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Il ne faut pas oublier les leçons que l'histoire nous apporte et de les créer dans un ancrage moderne et sain
pour qu'elle ne soit pas oubliée. L'Holocauste, qui est un traumatisme humain immense, que les négationnistes arrivent à nier, malgré les faits historiques, etc., ce n'est pas en ayant une approche scientifique du problème, en disant « mais si, regardez, il y a un bâtiment, il y a un truc, il y a des docks, etc. », qu'on changera le cœur des gens. Et le plus gros risque qu'on prend sur des phénomènes historiques comme ça, catastrophiques pour l'histoire de l'humanité, c'est qu'à force de croire qu'on est du côté du bien et qu'on a la vérité de notre côté, on ne voit pas où est le vrai combat idéologique face aux gens qui le nient. Et les gens qui le nient, ils s'en foutent des arguments historiques. Il ne faudrait pas les combattre par l'argumentation rationnelle, il faudrait les combattre par l'émotion. La liste de Schindler fait beaucoup plus pour la mémoire de la Shoah que n'importe quelle réalité historique. Alors évidemment, pas à dire que la réalité historique et que le travail des historiens n'est pas une base mais de toute façon, nécessaire à ça. De toute façon, ceux qui diront cette bêtise-là, ce ne seront pas les gens qui travaillent. Mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et je pense que on voit en France, avec la perte d'identité de ce qu'est la nation française, la France, dans le storytelling, là, je ne sais même plus ce qu'est le... Quand tu regardes les concepts du storytelling français, déjà, le slogan liberté, égalité, fraternité. Déjà, ça, c'était de prendre deux mots qui s'opposent. Dans le slogan, les mecs, ils avaient envie de faire de la psychiatrie et des traumatisés, quoi. Ou ils en faisaient déjà. C'est pas possible, quoi. Ensuite, la République. La République. Mon cher monsieur Basile, la République vous appelle et elle vous demande. Mais putain, mais qui c'est qui, la République ? En fait, c'est un mot qui a été tellement poncé, galvaudé. Tu vois, genre, il y a un moment, les gens sont en pétage de câble, quoi. Parce qu'ils voient pas où est la République. Pour la plupart des gens, ça veut rien dire. Enfin, c'est un mot. C'est un concept trop abstrait. Autoritaire. Voilà, c'est un concept. Complètement. Exactement. C'est un concept pour eux. Et le storytelling de la France, c'est un storytelling de gloire. C'est un storytelling d'achievement, de grandeur, dans un monde où la France n'intéresse plus personne. Je veux dire, le fait que la France est en train de devenir un pays touriste, où on vient pour prendre des photos Instagram, des macarons, la durée, machin, et que derrière, on se fout de la gueule de tout le monde dès qu'on sort du pays. Je veux dire, les gens à l'intérieur de la France, quand Macron il dit on est fiers, machin, je pense que la dissonance, ils l'entendent en fait. Et si on veut recréer une histoire de grandeur, etc., il va falloir créer des storytelling liés à l'époque. C'est-à-dire dans l'innovation, dans machin, mais toute évidence, personne n'a envie. Je comprends. Tout le monde est tellement fier de cette histoire, tu vois, française, abstraite, etc., que personne ne voit l'intérêt du storytelling. Et le storytelling français, moi je mets au défi les gens de m'expliquer clairement c'est quoi le rêve français. Le rêve américain, tout le monde le connaît. Le rêve de Dubaï, tout le monde est en train de le voir. Le rêve indien, tout le monde l'a compris. Le rêve chinois, il fait flipper, mais au moins il a le mérite d'être très cohérent. Le rêve russe, complètement à côté de la plaque, mais il est là, il est présent, il arrive à, tu vois, sous les gens. C'est quoi le rêve français, c'est quoi le rêve européen? C'est pas que on a un mauvais... Non, on n'en a pas. Mais c'est quoi? C'est ça. Il y a une telle confusion. Et... Personne n'est en charge de ce rêve. Tout le monde s'en fout. Les gens ne voient même pas le problème. Ils voient même pas que l'absence de storytelling dans nos pays est en train de nous amener dans un mur, mais ça va faire trop mal, quoi. Ça fait déjà, hein, je pense que... Ouais. Je saurais pas trop quelle piste amorcer pour répondre à ces trucs-là, tu vois, Mais je vois ce que... je vois le problème, j'ai aucune idée de la solution. Ouais. En fait, on manque de... Pendant que tu parlais, je me disais, on manque de symboles. Et j'ai l'impression que depuis, on ne fait qu'accumuler des mauvais symboles, des symboles qui servent que le côté sombre, pour bien représenter l'échec de la France et sur plein de sujets. Mais on n'arrive pas à trouver le symbole qui peut donner un peu d'espoir. Tu sais, je disais, j'étais avec Alec à Paris. Alec Henry, donc. Vendredi, là. On se baladait tous les deux dans la rue. Ouais. Et à un moment, Alec, il regarde, il fait putain, mais qu'est-ce que c'est beau Paris, quoi. Et en fait, c'est vrai, la France, c'est quand même l'un des plus beaux pays du monde. Ouais.
Et pour le coup, j'en sais quelque chose. Ah oui, ça, on est deux à en savoir quelque chose et c'est de bonne foi. Hein. Et c'est pas que Paris, c'est la France. Ouais, la France, c'est trop beau. J'ai voyagé partout. Il y a un charme, il y a une infra. Et en fait, je disais à Alec, des fois, j'ai l'impression qu'on a un pays d'héritiers qui a mal tourné. Comme l'héritier d'une grande famille où tu te dis, mais comment les grands-parents, ils ont construit tout ça? Quand tu es en Égypte et que tu vois les pyramides et que tu te tournes et que tu regardes le vendeur là, qui te vend la petite pyramide en plastique, t'as vraiment du mal à croire que c'est le même peuple. Hein. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vous vraiment là parce que... Quand tu te balades en France, que tu vois la Tour Eiffel, le pont, les machins, la bouffe, les trucs, les machins, tu te dis, c'est vraiment les mêmes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Et je sais bien que ça a l'air d'être un bashing. Moi, ça commence à me fatiguer. J'en ai marre. Je me dis, il faut que j'arrête de parler de ça. Mais en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis si critique avec la France. C'est parce que c'est un pays que j'aime profondément. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'exprimer. Mais en fait... Ça me rend malade, en fait. Les gens intelligents qui s'offusquent, qui en tout cas que ça touche, c'est parce qu'en fait, on aime notre pays. Ouais, clairement. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Tu sens bien la différence entre quelqu'un qui critique, qui attaque, et quelqu'un qui en fait est en train de réagir, de souffrir, quoi, de réagir. Moi, je suis comme toi, moi j'ai la chance de pas vivre qu'à Paris parce que j'ai décidé d'arrêter parce que je pense que c'est mauvais pour la santé en fait, tout simplement, mental, physique et tout ce que tu veux. Pour la santé, je pense que les grandes villes de France sont en train de sombrer d'une manière assez catastrophique sur tous les niveaux. Hein. Je parle pas que de ça ou de ça. Mais j'ai la chance de rider un petit peu en campagne et je crois que c'est un des trucs qui me tient connecté à la vie, tu vois, dans le sens pouvoir aller dans des patelins profonds où il y a encore cet ADN et cette paix, on va dire, intérieure et cet amour de l'endroit qu'on vit. C'est comme si on avait hérité d'un endroit et dont on prend soin et qu'on entretient et qu'on passe. Dans les grandes villes, j'ai l'impression que, après, c'est des discours faciles à tenir, mais on est là. J'ai l'impression que dans les grandes villes, tout le monde est là pour sa gueule. Et à l'extérieur des grandes villes, si tout le monde est là pour sa gueule, personne ne fait chier personne. Et la plupart des gens sont là pour les autres aussi. Je sais pas si tu vois. Bien sûr. Moi, quand je vais dans ma famille en Bretagne, c'est dans un tout petit coin perdu dans les falaises, etc. Machin. Les gens, ils sont là pour les autres. Et s'ils sont pas là pour les autres, tu les vois pas. Ils font chier personne. Dans les villes, tout le monde est là pour sa gueule, mais tout le monde est les uns sur les autres, etc. Et ça crée une espèce d'énergie un peu. C'est sûr. Un peu merdique. Bon, on va pas trop se faire souffrir avec la mère patrie, mais bon, c'est vrai que on espère que ça peut progresser. En plus, là, je rentre d'Ukraine. Ouais. Donc tu rentres d'un pays en guerre. Et je peux te dire que c'était une claque, en fait. C'était vraiment une claque. Alors, déjà, la galère pour y aller en Ukraine. Ouais, déjà, il faut y arriver. Ouais. Parce que tu peux pas prendre l'avion. Donc, à l'aller, j'ai été en train. Au retour, j'étais en voiture. Pour aller là où j'ai été en Ukraine, à l'Est, voir ma belle famille, 21 heures de train. Ouais. 21 heures de train. En plus, mais vraiment, des fois, je me dis, mais je suis un touriste de la vie, quoi. C'est-à-dire que moi, je débarque avec ma petite valise. Oui, ta petite valise cabine là, que tu te remballes partout. Depuis 4 mois. Et en fait, j'ai pas acheté d'eau, j'ai pas acheté à manger, j'ai rien. Oui, toi, dans ta tête, on va passer au Starbucks en arrivant. Non, mais surtout dans ma tête, on va au wagon-bar. Ah oui, d'accord, dans le train. Oui. Vous avez un jambon fromage cornichon. Et en fait, déjà, quand j'arrive dans le train, il fait une chaleur de malade et tout. Et en fait, je comprends bien que le train, il date d'une époque que je n'ai même pas connue vivant, moi. Tu vois, donc, et quand tu t'arrêtes à chaque station, le train s'accroche à des nouveaux wagons. Ok. Et tu sais, ça boum. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu prends un grand coup de latte. Tu prends un grand coup de latte et tout le monde tombe et tout. Et donc, tu es dans une cabine, tu peux t'allonger. Tu as 2 Russes au-dessus, enfin 2 Ukrainiens au-dessus de toi. Et eux, ils sont méga équipés. Ouais. Genre, ils ont de l'eau, du pâté, du saucisson, des trucs. À un moment, le mec se faisait un sandwich tout et il fait. Tirachou. Ouais. Il a partagé. J'ai faim. Ouais. Donc vraiment, au niveau préparation, j'y ai été comme un touriste. Comme un touriste, je me suis arrivé. Machin. Mais bon, j'y suis arrivé. Et
Et en fait, je le redis, parce que à chaque fois que je parle de géopolitique, il y a 1 milliard de commentateurs là en mode ouais, t'y connais rien, c'est plus compliqué que ça, etc. Donc, j'ai 2 différences avec ces commentateurs. 1, contrairement à eux, je suis né dans un pays en guerre, j'ai des proches dans la guerre, et leur fameuse géopolitique, là, etc., moi, je la vis dans ma chair et dans mon sang. Parce qu'en fait, la famille de Véronica est en Ukraine, et eux, les bombes, bah, c'est très concret. Hein. C'est pas une vidéo YouTube d'un type qui te raconte que les intérêts géostratégiques de... Non, c'est pas concret. de la macroéconomie. Ouais. Donc, effectivement, la géopolitique ne m'intéresse pas. Deuxième chose, moi, j'ai fait un G20 de la défense. J'ai été membre d'une institution européenne qui était au cœur de la géopolitique et de la diplomatie. Et j'ai conseillé une ministre européenne de la Défense pendant 2 ans et demi, en tant que conseiller civil extérieur. Pendant le G20 de la Défense, j'ai fait tous les rendez-vous avec elle. J'ai parlé avec des gens de l'OTAN, j'ai parlé avec des gens du renseignement. Et j'ai un réseau de gens autour de moi que j'ai pu voir et constater de comment ils fonctionnent. Alors, j'aimerais vraiment éduquer les gens là-dessus. La plupart des gens dans ces postes-là subissent et ne décident pas. L'idée d'un monde stratégique où des mecs jouent aux échecs en 3 dimensions avec des trucs et ils ont des plans et des machins et des trucs. Ils jouent à risque. Ouais. Ils jouent à risque. Ça ne se passe pas comme ça. Okay. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que tu vas dans des salles de crise, des salles de réunion et tu dois décider en 30 secondes et tu sais pas trop et t'as pas toute l'info. Et il y a 1 milliard d'étages de manipulation qui viennent jusqu'à toi décideur. Donc, quand j'entends des gens sur YouTube m'expliquer les Américains, les Russes, non, ça n'existe pas. Ces trucs. Deuxième chose, l'incompétence de ces institutions est réelle. Parce que c'est pas possible d'être compétent. D'accord. C'est pas possible. Tu peux pas, quand tu as été militaire en première ligne, tu connais l'histoire, il y a le plan. Oui, et puis il y a la vie. Il y a la vie. Et quand tu es en première ligne, il me semble pas que dans ton modèle opératoire, on te dit bon, bah, s'il arrive une catastrophe, vous vous arrêtez, vous nous appelez. Et on voit. Et on vous redonne le nouveau plan. Il me semble pas que c'est dans le protocole, ça. Non, on peut essayer, hein, mais. Ouais, ok. Non, mais oui, c'est des institutions qui peuvent pas en fait réussir ce qu'elles entreprennent. C'est pas possible. C'est trop compliqué, c'est trop incertain, leur incompétence, c'est même pas une insulte. Non, c'est la nature. C'est leur nature. C'est une caractéristique naturelle de ce truc qui est que tu vis dans un monde où tu passes ton temps à être incompétent, faire des erreurs, etc. Et j'aimerais le rappeler à tous ces génies du web, qu'ils le veuillent ou non, qui pensent qu'il y a un camp du bien, un camp du mal, que les États-Unis, en fait, c'est des méchants, etc., je sais pas quoi, qu'ils le veuillent ou non, à un moment donné, il faut qu'on choisisse notre camp. Ah bah oui, bien sûr. On est obligé. Oui. Et là, dans le monde, il y a un camp représenté par la Russie, la Chine, qui est un camp où la liberté personnelle, la liberté d'expression et individuelle est à 0. Et il y a un camp dans lequel c'est pas parfait. Il y a des tentatives de censure. D'ailleurs, il y a une vraie dimension dans notre camp de vouloir ressembler à l'autre camp parce que ça a l'air vachement sympa. Ouais. Et moi, j'ai toujours été très choqué de la fascination que la Chine et la Russie exerçaient sur nos politiques français. J'ai trouvé ça incroyable, formidable, efficace. Et quand tu les entends parler, tu sens qu'ils disent « Oh putain, moi aussi j'ai envie d'être dans un pays où ça file comme ça ». Et évidemment qu'il faut qu'on soit alerte, éveillé pour éviter de sombrer là-dessus. La Thierry Breton, qui n'a pas été élu par qui que ce soit et qui vient et qui dit « En fait, bientôt sur les réseaux sociaux, on ne pourra plus se révolter ». Je fais « Frère, t'es cru où ? En Russie ?» Ouais, c'est ça. Et donc, oui, l'Europe essaie de faire passer des lois comme ça, anti-liberté et tout. Moi, ça m'ulcère. On va créer des nouvelles formes de réseaux sociaux incensurables. On va lutter devant les tribunaux. On va faire du lobbying. On va pas laisser ces gens-là faire, mais on peut pas nous faire croire que ces gens-là sont les mêmes. Non, bien sûr. Parce que Thierry Breton, quand je dis qu'il m'énerve au plus profond de moi,
eh ben, je veux pas aller en prison et j'ai pas un risque que ma famille se fasse buter. Et ça, cette différence entre le jeu dans lequel nous on est et le jeu dans lequel cette dimension du monde est, elle est réelle. Cette différence, elle est là, elle est présente. Hein. Je veux dire, il y a un mec qui a foutu une baffe à Macron, il est vivant. Il me semble pas qu'il y a un mec qui a foutu une baffe à Poutine qui peut être encore vivant. Non. Voilà, point. On va partir de cette différence-là et on va dire, tu dois choisir un camp, frère. Choisis-le. Et choisis-le très, très intelligemment parce que tu peux avoir l'impression de ne pas être celui qui va être favorisé par le système, etc., que tu vas être protégé par ces gens-là. Ces gens-là, quand ils changent d'avis, ça peut vite tourner mal. Tu peux vite le sentir. Et quand tu es en Ukraine et que tu es avec les gens et que tu es sur le terrain et que tu n'es pas en train de regarder des journaux à la télé, non, que tu es avec des Ukrainiens sur le terrain, et ben, tu sens un truc incroyable, c'est qu'ils ont choisi leur camp. Alors oui, c'est un pays corrompu. Oui, c'est un pays où Zelensky a un passé... à chaque fois que je défends Zelensky, on me dit « Ouais, son passé ». Ben, j'en ai rien à foutre, parce que pour moi, Zelensky, c'est Venek dans Kaamelott. Ouais, alors Venek dans Kaamelott, c'est le voleur, fourgueur, trafiquant, mais qui en fait est un personnage... Qui est le seul qui prend la bonne décision. Beaucoup plus sympathique, et surtout que... Et surtout, au moment où c'est important... C'est lui qui prend la bonne décision. C'est lui qui prend la bonne décision. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, la façon dont on gagne de l'argent ne définit pas l'humain qu'on est. Il y a des gens qui peuvent respecter toutes les règles et des gros connards. D'ailleurs, la plupart des gens qui respectent toutes les règles sont des gros connards. Et il y a des gens qui peuvent être des loustiques, loulous, je sais pas quoi. Le jour où ça devient important, ils sont là. Bien sûr. Et quand j'étais en Ukraine, je me suis retrouvé dans un hôtel avec des gens un peu spéciaux. Voilà. Et ils m'ont raconté leur analyse, eux, de la guerre. Et on parle de gens qui sont dans des unités d'élite françaises. Qui sont des combattants. Qui savent exactement de quoi ils parlent. Qui, eux, sont avec les Ukrainiens dans des situations où assez délirantes. Et eux, ils disent leur théorie. Et il m'a dit, j'ai pas d'infos. D'ailleurs, ce qui est incroyable, hein, c'est de voir l'arrogance des géopoliticiens de YouTube comparée à l'humilité des gens sur le terrain qui, eux, ont accès à des infos secrètes. Il y a un mec qui est informé de rien, celui qui a les infos. Il y a un mec qui est informé de tout, celui qui est dans sa chambre, qui se gratte les couilles dans sa chambre. Qui se gratte les couilles. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, les Russes, ils avaient acheté toute l'oligarchie ukrainienne par la corruption. Et de ce point de vue-là, ils pensaient sincèrement posséder l'Ukraine. Sauf qu'ils n'ont pas compris que les Ukrainiens, c'est pas leur gouvernement. À un moment ou un autre, à partir du moment où il y a eu le premier mort, après le moment où il y a eu la première agression, c'était fini. Et la défense de l'identité ukrainienne, elle est née par l'agression russe. Et moi, j'ai assisté à un repas où ma belle famille m'explique qu'ils sont nés russes, qui parlent russe, qui ne savaient même pas un mot d'ukrainien, et que maintenant tout le monde prend des cours d'ukrainien parce qu'il n'est pas question que la prochaine génération parle russe. Et bah, ces gens-là, il y a un an, avant que la guerre, enfin un peu plus d'un an maintenant, avant que la guerre démarre, ils en avaient rien à foutre d'apprendre l'ukrainien. Et cette réalité de l'Ukraine, qui est que ces gens-là ont fait le choix que énormément de lâches en Occident ne veulent pas faire, en renvoyant la Russie et l'Ukraine sur le même pied d'égalité, en disant tout ça, c'est de la géopolitique, c'est de la stratégie, c'est des intérêts. C'est leur tambouille. En fait, même si c'est vrai, quand bien même ce serait vrai, quand bien même que les Américains ne sont pas des enfants de cœur, qu'ils ont des intérêts stratégiques, des positionnements, etc., on s'en fout. Il y a quelque chose de plus fondamental derrière. Plus fondamental, c'est dans quel putain de camp tu es. Ouais, bien sûr. Et ce camp, il n'est pas parfait, non. mais il est réel. Ouais. Et les Ukrainiens, ils ont choisi leur camp et c'était trop impressionnant. La scène la plus dingue que j'ai vécue, c'est... D'ailleurs, ça m'a donné une idée de business. Si quelqu'un a envie d'ouvrir un business, c'est assez marrant. C'est un endroit où tu viens, tu loues une table et tu as un barbecue. Ouais. Donc, tu as ta table et ton barbecue perso. Le barbecue, le matériel. Ouais, tu as un pilier avec, pour faire le barbecue. Donc, tu loues l'emplacement. Tu es dans la forêt, il y a plein d'autres gens qui ont des barbecues. Et il y a un resto qui peut te donner tout ce qui te manque. Donc, tu peux amener ta propre bouffe, mais tu peux acheter des bières, tu peux
acheter un peu de barbac si t'as encore faim et t'as pas amené assez, etc. Tu vois ce modèle hybride de bring your own thing, pay the fee, je sais pas pourquoi je parle anglais, ramène ton propre truc, paye ton frais, mais il y a de l'extra avec un resto, il y a un service complémentaire pour les gens qui veulent pas. Tu vois, par exemple, nous, il y avait que de la barbac et il y avait une pescétarienne à la table. Elle s'est commandé son petit poisson. Donc tu vois, ça rattrape le truc. Et j'ai trouvé le concept hyper sympa. Ce serait incroyable à ouvrir ça en France. Et c'est hyper convivial. Chacun amène sa musique, machin, c'est hyper social, etc. Donc tout le monde est en train de faire son petit barbecue. Alors, j'ai mangé des barbecues incroyables en Ukraine. C'est un pays de barbecue. Ils sont très américains. Je savais pas du tout. Moi non plus, je savais pas. C'était trop drôle. C'est un vrai sport là-bas. Et à un moment, on est en train de manger. Et la air alarme démarre. Et donc tu les vois sirènes en mode alerte à la bombe. Et tu vois, putain, la défense antiaérienne. La défense antiaérienne, ouais. Et là, il n'y a pas un mec qui bouge. Et tout le monde mange. Pour eux, c'est c'est anecdotique au possible. Et moi, alors, pour les gens qui ont envie d'apprendre à voyager, il y a une règle dans le voyage. Quand tu vas dans des pays que tu connais pas, des cultures que tu connais pas, etc. La règle, elle est très simple. Si tu ne réfléchis pas, tu fais comme les gens autour de toi. Mimétisme. Le mimétisme au max. Moi, quand je suis en mode voyage, je regarde comment les gens mangent, je mange comme eux. Je regarde comment ils marchent, je marche comme eux. Je regarde machin. C'est très important, avant d'avoir le droit d'être toi-même, de maîtriser l'environnement pour qu'ensuite, tu puisses commencer à introduire ta part de liberté, de personnalité. Mais toujours commencer par cette phase pour pas être gauche, pour pas être celui qui est étonné de tout, qui machin, et qui en fait est dur à adopter parce que tu crées la friction. Et puis tu comprends rien. Par exemple, moi, dans le train, je suis venu, je me suis assis, on m'a foutu à bouffer des trucs que je déteste, je les ai bouffés sans problème. Parce qu'en fait, c'est des moments où il faut avoir un mental de non, mais on te met dans la bouche, tu mets dans la bouche, t'avales, tu cherches pas, tu dis que c'est très bon. Tu donnes pas tout, t'es pas là, t'es pas en critique gastronomique à ce moment-là, etc. Tu veux juste créer ce qui est le plus important, c'est la proximité et la connexion. Parce qu'une fois que tu as créé cette proximité, cette connexion, t'es safe. Parce que t'es inclus, ils vont te protéger s'il y a un truc. Alors que si t'es un outsider permanent, ça marche pas. Et donc moi, dans ce moment-là, je suis en mode réflexe, je fais semblant, comme tout le monde, de rien voir. Mais intérieurement, je suis dans un truc. Et puis, tu vois, je commence à repérer le terrain. Je regarde, je dis, bon, c'est quand même très, très loin. Il y a du bruit et tout, mais en fait, c'est très loin. J'ouvre mon téléphone, je regarde. Ils ont une app pour suivre en temps réel où les trucs tombent. Donc, je télécharge l'app dont on m'avait parlé. Je regarde discrètement. Je continue à manger. Incroyable. Juste ce que tu viens de dire, c'est incroyable de dire il y a une app qui existe. Pour savoir où on a bombardé. Je vois que c'est très loin. Je risque rien et tout. Je reste calme, je me chante. On finit de manger tout ça. Et là, la grand-mère de Véronica, elle se lève. Elle me prend comme ça par les yeux. Elle dit, toi, ce que tu viens de faire là, sera dans notre famille à vie. Pour elle, c'était complètement dingue qu'un occidental réagissent comme un Ukrainien. Et elle me dit, tu sais, on a tous peur quand ça arrive. Hein. Mais on ne montre pas. Mais on ne le montrera jamais à ces connards de Russes. Et là, et franchement, encore une fois, je peux te raconter ce que tu veux, tu machin. La réalité des émotions de ces gens-là et ce qu'ils sont en train de vivre depuis 1 an et demi, je n'arrive pas à comprendre que les gens peuvent avoir le moindre second de faute par rapport à eux. Encore une fois. Attends, excuse-moi. Le moindre... Oui, mais en fait, tout ça, c'est une manipulation de l'Occident. C'est les Américains qui manipulent les Ukrainiens. Ok, super, c'est vrai. Et alors ? Et en attendant, ils sont sous les bombes. Et alors ? Le mec est en train de faire un barbecue sous les bombes. Et il a le mental de dire, nous, on défend quelque chose d'un peu différent. C'est vrai. Sur Twitter, je me suis pris la tête avec un polémiste là, russe. Il a posté un long article de critique de Zelensky par un groupe d'Ukrainiens. Il y a une grosse polémique en ce moment en Ukraine sur l'utilisation de l'argent occidental. Parce qu'à mon avis, ça doit arroser dans tous les sens. Puis surtout, ça... Tu vois, à mon avis,
C'est un effort de guerre, un effort machin. Bon, bref, il y a une polémique. Et apparemment, il y a des mecs dans son entourage compris, machin, tout ça. Et moi, j'ai répondu au mec, ok, et alors ? Et alors ? Ok, ouais, très bien. Mais il dit, je dis, bon, on va parler d'une différence très, très, très simple. En Ukraine, que tu le veuilles ou non, sur Internet, il y a un mec qui dit que ces gens-là volent de l'argent, donne des documents, des preuves et lance un débat national. Il y a un ministre qui démissionne. Il y a des changements, bon, plus ou moins bidons, qui ont lieu. Bien sûr, oui. Montre-moi la même chose dans le camp d'en face. Vas-y, je te regarde. Il est où le mec qui va expliquer que Poutine détourne de l'argent de l'État avec Gazprom pour payer ses maîtresses à travers le monde ? Bizarre, cet article, il n'existe pas. Et je ne comprends pas que les gens ne voient pas la différence. Qu'on le veuille ou non. Oui, aux US, je sais pas, là, il y a l'histoire du laptop de Hunter Biden. Que Hunter Biden aurait payé des prostituées. Hunter Biden, c'est le fils de Biden ? Ouais. Okay. Déjà, t'appelles ton fils Hunter. Hunter, ouais. Le chasseur, je sais pas à quoi tu t'attendais. Bon, ok, très bien. Oui, tu veux dire que la nature humaine est corrompue partout. Très bien. Mais quelle est la différence entre la Chine et les US ? C'est qu'en Chine, ça existe. Personne n'en entendra jamais parler. Et s'il y avait un scandale qui sortait comme ça, tout le monde se ferait zigouiller et on le cacherait. Là, il y a une audience au Congrès avec un sénateur qui montre, tu l'as vu ? Non, du tout. Je suis panneau pas de Hunter en train de... Ok. En train de s'amuser. Comme ça, en disant, est-ce que ça, c'est machin ? Mais t'imagines ? Un sénateur qui brandit ça dans la commission d'enquête en disant le FBI a caché des informations. Et donc là, il y a un mec du FBI qui doit aller s'expliquer, etc. Et donc, les gens confondent deux choses. Les gens pensent qu'il y a les pays corrompus, les pays pas corrompus, les pays gentils, les pays méchants. Non. Il n'y a pas de pays gentils, il n'y a pas de pays méchants. Il y a des pays qui traitent les méchants en secret et dont les méchants sont au pouvoir et arrivent à maintenir un tel niveau de panique que personne ne peut rien faire. Et il y a les pays comme les États-Unis où les méchants, de temps en temps, sont au pouvoir. Je pense que Biden, de toute évidence, là, il a une affaire un peu bizarre. Et il a quand même appelé le FBI pour leur dire de ne pas enquêter sur son fils et tout. C'est très dommageable en tant que président, mais il ne va pas s'en sortir indemne. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en gros... il y a des systèmes qui s'autorégulent. Il n'y a pas de camp propre. Exactement. Donc quand tu viens et que par facilité, tu tapes sur le seul camp sur lequel tu peux taper sans te faire trancher la gorge, t'es tout sauf quelqu'un d'intelligent. Et en plus, tu desserres littéralement la mission de bien informer, puisque tu oublies juste de préciser qu'en face, c'est la même, mais que tout le monde est décédé dans le dossier. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taper sur notre propre camp. Il faut taper sur notre propre camp, mais il faut arrêter de nous faire croire que c'est égal. Ça l'est pas. Il faut conserver l'objectivité et de se dire... Ça l'est pas. C'est pas égal. Et si les gens, après tout ce que je viens de dire, pensent toujours que je suis un naïf qui n'a rien compris à ce sujet-là, eh ben je les invite à aller vivre en Russie et de m'envoyer des petites cartes postales. Oui, voilà. Faites ça. Je serais très, très intéressé de les voir dans l'autre camp. Ouais. Mais malheureusement, tu sais que ça n'arrivera jamais. Non, ça n'arrivera pas. Ils vont rester chez maman sur YouTube et puis ça va bien se passer. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, je ne te demande pas de lire l'avenir, mais cette guerre, quand elle a éclaté, ça va être interminable. Tu penses que ça va durer ? Parce que j'entends beaucoup de gens qui l'ont vu de leurs yeux ou qui connaissent un peu le dossier, comme toi, un peu, tu sais, c'est parce qu'ils ont de la famille ou parce qu'ils ont des proches, qui ont cette sensation de ça va. C'est parti. C'est parti pour je sais pas combien de piges. De toute façon, c'est pas un problème qui sera réglé en Ukraine, c'est un problème qui sera réglé en Russie. Ok. Déjà, c'est pas terrible comme. Ouais. En fait, les États-Unis n'ont aucun intérêt à soutenir plus les Ukrainiens que ce qu'ils le font. Parce que grosso modo, ils sont en train d'épuiser stratégiquement la Russie et eux, ils sont dans la meilleure position. Et ils ont le marketing d'être du camp du bien. Ouais. Pour le coup, là, c'est réel, tu vois, c'est un vrai... Et ils ont les Ukrainiens qui font le sale boulot. Et le niveau auquel les Ukrainiens font le boulot est un niveau qui est assez incompréhensible pour nous. Alors, il y a deux caractéristiques sur les Ukrainiens militaires d'élite que j'ai pu rencontrer dans cette soirée par l'intermédiaire des Français. Il y a deux choses. Un premier, c'est qui croit à Valhalla. Valhalla ? Ouais. Ok. Et ça m'a fait bizarre.
Ok, tu peux donner du contexte parce que moi je vois ce que c'est le Valhalla. Chez les Vikings, c'est l'idée que si tu meurs au combat en étant un héros, tu vas au paradis. Et ils ont cette. Les gens ne le savent peut-être pas, mais Kiev est une ville viking fondée par les Vikings. Ok, ça c'est intéressant. Je pense que peu de gens savent ça. Ouais. Et en fait, l'Ukraine a gardé des vrais éléments culturels vikings dans son peuple. Donc les combattants de pointe sont dans cette philosophie. Ils sont dans cette philosophie. Ouais. C'est une philosophie qui est à la fois extrêmement efficace et toxique, qui est complètement cinglée d'un point de vue humain, mais qui est complètement efficace d'un point de vue militaire. Et pour le coup, là, je peux te dire que dans le camp en face, ils y croient pas au Valhalla. Ah oui, d'accord. Donc, connaissant les Russes, si tu veux, ils sont plus dans un truc de vas-y, ça nous casse les couilles un peu cette histoire. Ouais. Donc, idéologiquement, là, tu as deux camps très différents. Et deuxième chose, le Français qui a participé à l'entraînement de forces spéciales ukrainiennes dit ils ont 1/10 de notre équipement, ils ont 1/100 de notre entraînement, parce que grosso modo, je sais pas combien ça coûte de former un mec en France dans les. Ça va coûter cher quoi qu'il arrive. Ouais, donc t'imagines, on parle de millions, je pense, investis sur quelqu'un. Là, il me disait, un mec des forces spéciales ukrainiennes, il a 19 ans. Il a 6 mois d'entraînement, grosso modo. Et il est envoyé en première ligne sur des opérations où, quand il revient vivant, les mecs sont étonnés. Disant, putain, t'es trop fort. Et donc, il m'a raconté qu'il a entraîné une unité qui est partie faire une opération, je sais pas où, quelque part. Ils se sont fait encercler. Ils ont tenu la position alors qu'ils se faisaient par des mortiers asmatés tous les jours. Ils ont pas cédé, machin, ils ont tenu. Ils ont à 25 buté je sais pas combien de gens. Ils ont bouffé des chiens, des chats, tout ce qui passait pour survivre, pour rester. Ils ont fini par avoir un shortage de munitions, forcément. Oui, bien sûr. Ils se sont fait capturer, torturer. Dans un deal bizarre, ils ont été échangés contre des Russes et envoyés en Turquie pour être pris en otage en Turquie le temps de la guerre, avec interdiction de rentrer en Ukraine. Le Turquie a rien respecté à son truc, les a renvoyés en Ukraine. Le mec vient rencontrer ce mec qu'il a formé de l'unité française et il lui dit voilà, on a fait un rapport sur tout ce qu'on a mal fait. On aimerait avoir votre avis, en discuter et tout. Et il dit mais pourquoi ? Parce que dans la tête du Français, c'était ça y est, t'es démobilisé, rentre chez toi. Et le mec dit non, on y retourne. Et là, le mec m'a dit cette phrase. Franchement, ils ont choisi le mauvais ennemi. Il m'a dit en tant que militaire, quand tu es face à des gens comme ça, dis moi, je veux pas les avoir en face de moi, ces gens-là. Tu peux pas gagner. Parce que même quand ils perdent, ils t'emmènent avec eux. C'est-à-dire que s'ils doivent s'exploser, pas de problème. Tu passeras pas. Et donc, en fait, tu as une position où en fait, les Ukrainiens vont pas laisser passer, mais ils peuvent pas avancer, ils ont pas les moyens. Ouais, bien sûr. Il y a un déséquilibre flagrant. Donc, imagine la situation où tu as les Thermopyles 300. Ouais, je pensais exactement à ça là, quand tu as parlé du Valhalla parce que bon, il y a des racines. Ça me faisait penser à Sparte, comme tu disais, aux Spartiates, aux soldats aux Thermopyles. Donc les Thermopyles, les portes chaudes, qui étaient une espèce de goulot d'étranglement où 300 se sont retrouvés face à, selon la légende, 1 million, on sait pas trop, soldats perses à l'armée perse. Mais eux, c'est pire encore, c'est qu'eux, c'est même pas le paradis qui les attire, c'est-à-dire que c'est même pas la récompense. Pour eux, la récompense, c'est la mort, c'est de mourir dans la gloire, car c'est la seule manière d'être rappelé convenablement dans leur culture. Et ça me fait penser aussi au fait qu'on parle de soldats, là, on parle de militaires, de combattants, donc on parle de gens qui sont quand même à la pointe du danger, des conflits, mais ça concerne aussi les gens normaux dans des pays en guerre, et je pense notamment, je te parlais de la région d'où j'ai de la famille en Bretagne, qui est donc les Côtes d'Armor, mais il y a plein d'autres régions en France qui sont connues pour ça, mais qui ont été des grosses terres de résistants et de résistance. Et parmi les héros qu'on n'a jamais vus dans l'histoire, qui ont accompli des choses aussi couillues que ce que dont tu viens de me dire,
il n'y a pas que des hommes avec des calaches et avec des fusils d'assaut, il y a aussi des enfants, il y a des petites dames, il y a des anciens, des vieux, tout ça. Et c'est important. En tout cas, c'était c'est un sacré sujet quand même. Hein. C'est toujours dur de parler de la guerre. C'est toujours dur de se dire que c'est toujours réel, en fait. Ouais. Ouais, clairement. Nous, dans nos sociétés actuelles, on y est exposé beaucoup plus que les gens qui sont en guerre parce qu'on a le cinéma, on a Netflix, on a machin. Mais c'est toujours dur de se rappeler que c'est réel. C'est réel, en fait. C'est réel aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle. Et pas si loin que ça. De toute façon, moi, j'ai jamais accordé d'importance à la distance. Hein, au Kenya ou en Ukraine ou quoi, le fait que ce soit en cours dans un pays, c'est quand même chaud. Ouais. Écoute, tu vas y retourner, non ? Tu comptes quand même pas tous les matins. Non, mais bon, ouais. Et tu m'as dit retour en voiture. Ah putain, ça. Parce que attends, le train à 21h, j'avais pas pris mon sandwich en mon fromage, ok, machin, mais le retour voiture. Ouais, alors normalement, je regarde, j'étais à Kiev. Ouais. Et donc beaucoup moins à l'est. Et je regarde la voiture. Ouais. Et je vois sur Google Maps que le train, c'est 17h pour rentrer ou 15h. C'est pas le même train, c'est pas la même ligne. Ouais, et la voiture, c'est 9h pour aller à Warsaw direct. Sans me taper la petite ville de Pologne où tu dois changer de train pour aller à Warsaw. Ouais. Je dis à Véronica. Varsovie. Oui. Et donc je dis à Véronica, c'est trop bien, je vais aller en voiture. Tu vois, donc là, je commande mon petit Uber. Uber Varsovie. Et donc je commence à parler avec un chauffeur. Je dis voilà, est-ce que tu voudrais m'amener à Warsaw ? Non. Puis je tombe sur un Uber qui veut bien. Et je lui dis bon, tu me donnes rendez-vous. Et le mec il me dit il est à quelle heure ton avion ? Et je dis il est à 18h le mercredi. Et il me dit il faudrait qu'on parte à 23h. Je dis 23h, donc la veille. La veille. Je dis pourquoi ? Il me dit des fois la douane elle est un peu chiante dans la journée. Faut qu'on arrive à 5h du matin, qu'on soit dans les premiers. Ok. Pour pas durer, ça peut durer très longtemps. Puis là, c'est un gars qui sait. C'est un gars qui sait. Ouais. Je dis ok, très bien. On part à 23h. On arrive à la frontière avec la Pologne à 5h30 du mat. Il y a 6 voitures devant nous. Je dis. Dans 20 minutes, c'est torché. Dans 20 minutes, c'est torché. Je pourrais même profiter un peu de voir ça, aller me faire un déjeuner bien sympa. Ouais. Oui, parce que là-bas, tout va bien. Ouais. Et là, on est resté à la douane, avec ces Polonais, jusqu'à 15h. Ok, donc 10h à la douane. Je suis arrivé à 1 minute de rater mon avion. Putain. En partant à 23h. Ouais, bien sûr. En plus, en faisant ce que le mec t'avait dit de faire. Mais laisse tomber. Et les douaniers polonais, laisse tomber. C'était un enfer. Genre. Et c'est là que tu vois, dès qu'un mec a du pouvoir, il est trop heureux d'en abuser. Ouais. T'aurais dû voir quand ils inspectaient la voiture. Ils ouvraient la porte, ils étaient là. Moi, je dis au chauffeur, ils ont les yeux de Superman. Oui, ça, ils voient à travers la carrosserie. Pourquoi tu nous fais croire que c'est de la sécurité, ça ? Et vas-y, que t'attends pour une heure. À un moment, j'étais comme ça. Ouais. J'étais à cran. Ouais. Parce que je me disais, je vais rater mon vol, quoi. Ouais. Et tu vois l'heure qui tourne. Ouais. Et je vais voir le douanier. Je dis, écoutez, je passe par français, machin. C'est quoi votre problème, en fait ? Il fait go in the car. Et puis ils attendent que ça. Ouais, ils attendent que ça. Ouais, je vois très bien. Moi, j'étais dans la voiture et tout. Et ils faisaient passer une voiture toutes les 2 heures. Et machin. Et ils faisaient rien. C'était juste pour emmerder le monde. Après, j'ai été chercher sur les forums. Apparemment, la douane polonaise, ils sont en mode il faut pas que il faut pas que ce soit trop facile de passer de l'Ukraine. Ouais, bien sûr, mais évidemment, ça découle pas que d'un connard isolé. On leur recommande. Oui. Mais c'est tout frais en plus, là. Tu viens de revenir. Et ça fait pas un truc. Jeudi, j'étais à Londres. Ouais. Vendredi, j'étais à Paris. Ah oui, t'es passé par Londres. Ouais, samedi, j'étais ici et tu nous as rejoints hier, samedi. Ouais, ça. Et t'arrives dans le domaine d'Ablon qui est tout en fleurs. C'est tombé. Tu sens le fait qu'on est quand même privilégié. Mais de toute façon, je comprends pas comment on peut être autre chose que gratitude. Non, mais c'est ça. Je comprends pas. Je touche du bois. De toute façon, franchement, même avec mes histoires, tout le monde me pose tout le temps la question. On me dit, c'est pas dur ce qui se passe et tout. Les procès, les machins et tout. Et moi, dans la tête, je sais même pas de quoi tu parles, en fait. On est tellement... J'ai quand même la chance de vivre des aventures pareilles, tu vois. C'est clair. Même ces emmerdes, en fait, c'est des... elles viennent des aventures, hein, de toute façon. Elles viennent des aventures, donc... Non. Et je suis content d'y avoir été, je suis content de pas être ignorant, je suis content...
je suis content de pouvoir mettre dans ma cosmogonie mentale l'émotion que j'ai ressentie à parler avec les gens là-bas, voir leur regard, ressentir que ce soit pas une zone abstraite pour moi, ce conflit. Ouais, je comprends, parce que moi je suis dans ce cas-là du coup, et donc je vois très bien. Et donc voilà, je suis heureux d'être de ce côté-là émotionnel des gens que j'aime, quoi. Il y a 3 levels, c'est ça, il y a 3 levels, parce que déjà, aller en Ukraine aujourd'hui et se faire un avis par les yeux, mais en étant qu'un touriste de base, bon déjà c'est un step par rapport à un mec qui reste à Dijon et qui se fait une idée sur les forums. Après, il y a celui qui va pas que faire ça, mais qui va le vivre avec les gens de là-bas, qui va être, comme tu disais, tu parlais du barbecue tout à l'heure, mais qui va être dans le peuple réel. Et toi, en plus, le step supplémentaire, c'est que c'est des gens que t'aimes. C'est des gens, il y a vraiment un lien. Après, il y a des gens que t'as rencontrés certainement, mais il y a un lien affectif qui est très fort, donc il y a une empathie qui est totale. Et je pense que tu peux pas revenir plus objectif que quand tu vas dans cette démarche-là. Ouais. Quel est le prochain pays tu vas aller visiter là-dessus? Ouais. Tu sais, comme ça, je vais passer un petit appel parce que ça m'intéresse cette année. C'est un truc que j'ai jamais dit en public. En fait, j'ai visité pratiquement tous les pays du monde, sauf une zone. Si tu regardais ma carte de tous les pays que j'ai visités, j'ai jamais été en Afrique noire. Ok. J'ai pas fait l'Afrique centrale, j'ai pas fait l'Afrique. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Maghreb, mais j'ai pas fait l'Afrique centrale. Ok. Pour une raison simple, c'est que quand j'étais petit, qu'on a quitté Kinshasa, on l'a fait de façon très brutale. Et de l'âge de 6 à 10 ans, j'ai pas vraiment dormi, moi. Donc pour redonner du contexte, vous avez émigré du Liban et vous êtes passé au Congo avant d'aller en France, c'est ça? Moi, j'ai grandi à Kinshasa, et on est repassé au Liban avant de revenir en France. Voilà. Mais donc t'as vraiment une partie de ta vie... Liban, France. Et donc j'ai une partie de ma vie là-bas. Et donc le départ de Kinshasa était assez traumatique. Ouais, et j'ai pas vraiment de souvenirs, mais j'ai une sensation, et j'ai eu des années de cauchemars. Et j'ai méga peur de retourner dans ces pays-là. Ouais, mais complètement irrationnel. Je sais très bien. De toute façon, oui. Je sais très bien que ces pays-là vont bien, etc. Et donc je me suis dit, cette année, je fais un tour d'Afrique. Il y en a marre. J'en ai marre. J'ai pas envie de... Un tour d'Afrique centrale, du coup, plus. Ouais, tu vas quand même... je sais pas... Justement, d'où l'appel dans cet épisode pour finir l'épisode. Ouais, carrément. Dans quel pays je devrais aller? Qu'est-ce que je devrais visiter? C'est qui les entrepreneurs? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et des pitchs à dux@daedalium.com. Si vous n'arrivez pas à trouver l'email, allez envoyer sur LinkedIn, sur Instagram. Pour organiser l'African Tour de Sama. Si vous voulez m'inviter, machin, je vais faire le travail, je vais prendre le temps et j'ai envie. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été invité à une conférence de femmes entrepreneurs africaines. Et j'ai pris une claque. Mais une claque. C'était incroyable. C'était il y a 2 mois. Et ça m'a trop donné envie et je me suis dit, cette espèce de traumatisme qui me caractérise ne peut pas définir ma vie, ne peut pas définir exactement. Et donc tu vas aller guérir ça. Je vais aller me guérir de ça. Voilà. J'espère que l'Afrique en plus c'est quand même une terre d'entrepreneurs. Ouais. Donc voilà. C'est vraiment là. Je connais l'Asie par cœur, je connais l'Amérique du Sud par cœur. Je regardais la dernière fois sur la carte en Asie, j'ai même été au Bhoutan. Donc il y a un moment, tu vois. Ok, bah écoute, il manque plus que le Vietnam en Asie. T'as jamais été au Vietnam? J'ai été en vacances, mais genre. Pareil que c'est un peuple. Tu vois, genre, j'ai pas. Oui, t'as fait le touriste de base, quoi. J'aimerais bien y retourner, mais. Ma femme est d'origine vietnamienne. Je sais, moi, j'y suis allé petit, mais j'ai pas de souvenir. Pareil que c'est un peuple qui te mindfuck un peu aussi. Ok. Voilà. Bah, en tout cas, on passe un appel, donc s'il y a des gens qui veulent collaborer à l'élaboration de ce tour africain, donc cette année, tu dis cette année, l'année qui vient ou dans 2023? Non, oui. 2000. Parce que ça va, ça s'organise quand même. 2024. Ok. Cette année, j'étais nomade. En fait, je suis à Dubaï. Ouais, t'as trouvé, tu disais. Ouais, j'ai trouvé mon rythme. Je suis à Dubaï du 1er octobre au 1er mai. Ouais. Et je suis nomade du 1er mai au 1er octobre. Ok. Donc j'aimerais organiser ça entre le 1er mai et le 1er octobre 2024. Ouais, voilà, ok. Ça laisse le temps de bien organiser. De bien choisir, etc. Ouais, complètement. Mais il y a vraiment des belles choses à faire, je pense. Moi, j'ai 2-3 potes à te présenter
bon, qui sont en France, mais qui sont liés, qui sont entrepreneurs d'origine africaine, centrafricaine. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, c'est cool en tout cas. Ça nous permet de finir sur une note plus joyeuse. Écoute, c'était un bon épisode. On se reparle très bientôt sur Entre nous. Et puis, on va aller déjeuner. Tout ceci reste entre nous. Bien sûr. Bon, c'est bon, ça va pas bugger.